Nous sommes très heureux de vous accueillir cet après-midi dans cette session consacrée au rôle européen de Pierre Ury, de la déclaration Schuman au traité de Rome. Le premier intervenant, c'est Jean-Marie Paléré, agrégé d'histoire et également ancien directeur des archives historiques de l'Union européenne. Il a dirigé de 1988 à 2013. Jean-Marie, tu as la parole pendant 20-25 minutes, le temps qu'il faut d'avant. 25 minutes plutôt. Voilà. Bon, je remercie tout d'abord les organisateurs et plus particulièrement Alessandro et Noël qui me fait confiance depuis des années et grâce à laquelle, en grande partie, je suis aujourd'hui ici. Pour vous parler donc d'un pseudonyme inconnu, Pierre Ury, le plan Schuman et les négociations du traité de Paris. Alors, comme vous le savez, le traité de Paris, on commémore cette année son 70e anniversaire. Le plan Schuman, c'était l'an dernier. Et ce plan était déjà, à l'époque, qualifié de bombe. Il était qualifié de révolutionnaire pour l'époque. Et aujourd'hui, il est de plus en plus considéré comme l'acte fondateur de l'Union européenne, qui reste marqué par nombre de ses orientations initiales. Alors, évidemment, il s'agit pour moi ici de tenter de dégager ce que fut l'apport spécifique de Pierre Ury dans cet acte fondateur. Et comme l'a dit le professeur Marguerat ce matin, ce n'est pas un exercice facile. Tant Pierre Ury lui-même, dans ses écrits, dans ses interviews, n'a cessé de répéter qu'il s'agissait d'une œuvre collégiale, qu'il s'agissait d'une œuvre commune. Comment, par exemple, distinguer au sein du binôme Étienne Hirsch, Pierre Ury? Alors ce n'est pas très facile, et bien entendu, je vous expliquerai comment j'ai tenté de le faire. Il y a un second écueil qu'il faut éviter. Ce second écueil réside dans le risque d'une mythification du rôle de Pierre Ury, de son rôle. Moi, je n'aime pas trop le terme de père fondateur qui a été violemment critiqué par certains historiens britanniques comme Alan Billward, etc. Donc, je suis très attentif à ces dénominations. Je préférerais le rôle d'expert fondateur de la CECA. En effet, bien que sa contribution ait été décisive, comme nous allons le voir, nombre de ses avis initiaux ont été passés au crible, pour ne pas dire à la moulinette, par les délégations nationales et par les Américains qui, on le sait, au moment de la négociation du traité de Paris, étaient sans cesse dans la coulisse. Donc les Américains ont aidé au plan Schuman, on le verra notamment dans le cas de la reconcentration de la Ruhr, déconcentration, reconcentration de la Ruhr, mais de temps en temps aussi, ils ont infléchi en quelque sorte la marche des négociations. Alors, pour tenter d'éviter ces deux écueils, le recours aux archives privées au public, déposées notamment à Florence, mais aussi à Lausanne, évidemment, au sein de la fondation Jean Monnet de la ferme de Dorigny, et aussi à La Courneuve, les archives du Quai d'Orsay sont évidemment nécessaires et déterminantes. Alors, je vais commencer par l'élaboration du plan Schuman. Première diapositive. Alors, la déclaration prononcée par Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères, dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay, vous connaissez l'histoire, le 9 mai au soir, à 6 h du soir exactement, en présence de Jean Monnet, énonçait déjà un certain nombre de postulats. Bon, ces postulats sont assez connus. On peut peut-être passer là. Voilà. Alors, le premier postulat, c'est, en quelque sorte, c'est le contrepoint, c'est le fonctionnalisme, c'est le contrepoint de la théorie fédéraliste, prônée par exemple, un Alexandre Marc ou un Altiero Spinelli. Hein. C'est l'Europe ne se fera pas d'un seul coup, disant d'une construction unique, elle se construira par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, et ce point tenait particulièrement à Robert Schuman, l'opposition séculaire entre la France et l'Allemagne devait être éliminée. Toute action entreprise devrait concerner au premier chef ces deux pays, mais serait ouverte à toutes les autres nations européennes qui partageaient ces objectifs. D'ailleurs, la mention
des autres nations européennes n'intervient qu'assez tardivement dans les différents projets du plan Schuman. Donc au départ, c'est véritablement quelque chose qui est concentré sur la France et l'Allemagne. D'ailleurs, comme on le verra, il s'agit surtout pour Jean Monnet et pour ses collaborateurs de régler ce qu'on appelait à l'époque la Deutsche Frage, la question allemande. Alors, l'action, c'est le troisième postulat, l'action devrait porter sur un point limité mais décisif, la production franco-allemande de charbon et d'acier, qui avait été à l'origine de tant de guerres frontalières. Ce n'est pas l'Alsacien-Lorrain qui vous parle, qui évidemment négligera ce point. La production franco-allemande de charbon et d'acier serait placée sous l'autorité d'une haute autorité commune qui aurait le pouvoir de superviser la production et la distribution des produits de l'industrie lourde, mais aussi d'intervenir pour éviter tout type de distorsion, pour éviter que les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale ne soient perturbées au niveau national ou commercial. Alors, un point important, c'est que cette haute autorité devrait être composée de personnalités indépendantes et représentées de façon paritaire. Ces décisions seraient exécutoires et contraignantes pour les pays membres et les entreprises du charbon et de l'acier. Enfin, la fusion de ces intérêts économiques contribuerait à l'élévation du niveau de vie, un point que, comme on le verra, tenait particulièrement à cœur à Pierrury, à l'élévation du niveau de vie, notamment du niveau de vie des travailleurs, et à l'établissement d'une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix. La diapositive suivante, c'est la deuxième partie de la déclaration Schuman. Vous verrez que dans cette diapositive, j'ai mis en jaune les points importants, les points essentiels, mais j'ai mis en bleu ce qui, selon moi et selon plusieurs historiens, est véritablement de la patte de Pierrury lui-même. Ce sont les points sur lesquels lui-même d'ailleurs insiste dans ses mémoires, et on aura l'occasion d'y revenir. Enfin, en conclusion, pour favoriser la réalisation des objectifs définis, le gouvernement français se disait prêt à ouvrir des négociations. Donc ça, c'est... voyons maintenant les raisons qui ont présidé à la jeunesse de ce plan et qui ont été bien étudiées par nombre d'historiens, dont certains se trouvent dans cette salle, je pense surtout à vous, mais je pense aussi au regretté Pierre Gerbet, par exemple, Bossuat, beaucoup travaillé là-dessus, mais aussi des historiens allemands, Dürer, etc. Je ne peux pas tous les citer ici. Alors, quelles sont les raisons qui sont à l'origine de ce plan ? Les producteurs d'acier français étaient préoccupés par la possibilité d'une reprise rapide de la production d'acier allemande et par conséquent d'une augmentation de l'offre excédentaire, si vous préférez des risques de surproduction, si les gouvernements alliés, comme on pouvait s'y attendre, levaient toutes les limites de production qui pesaient encore sur une république fédérale allemande qui était encore en devenir, qui n'avait pas encore récupéré toute sa souveraineté. Le problème était aussi que ces sidérurgistes, ces industriels de la production lourde, étaient enclins à faire revivre les cartels d'avant-guerre pour se répartir les marchés dans le cadre d'un plan Marshall qui avait lui-même tendance à booster la production des différents États, et notamment la production française. Je pense ici aux deux grandes aciéries d'Usinor et de la Solac, les grands laminages à bande large qui à ce moment-là étaient financés par une grande partie de la contrepartie du plan Marshall, et sur lesquels les sidérurgistes français comptaient beaucoup. Mais d'un autre côté, le plan de relance français, le plan Monnet lui-même, avait besoin du charbon allemand. Parce que le processus de coquefaction n'était pas encore abouti en France à cette époque, parce que le charbon gras, c'est surtout du charbon gras de la Ruhr, la France était assez pauvre en charbon gras, et ce qu'on appelle les fines à coque manquaient. La France devait en acheter chaque année, et donc il y avait là un danger pour le plan Monnet lui-même. En effet, vous savez qu'en 1949, les Français avaient obtenu des alliés la création de ce qu'on appelle l'autorité internationale de la Ruhr, qui devait normalement répartir le charbon allemand
entre les besoins de l'Allemagne elle-même et les besoins des anciens vaincus, en quelque sorte. Mais on savait très bien, vu l'évolution de la politique américaine dans le cadre de la guerre froide, qui souhaitait redévelopper l'industrie allemande, il est bien évident, parce que n'oublions pas que l'acier et le charbon, c'était des industries de guerre, surtout à cette époque, c'était aussi des industries belliqueuses. Hein. Donc, d'une certaine manière, cette autorité internationale de la Ruhr, qui était très violemment contestée par les Allemands, notamment par Adenauer, on savait très bien que les Américains n'allaient pas tarder à vouloir, en quelque sorte, enfermer la porte. Donc, tout cela risquait de poser problème au plan de Monnet. Alors, je voudrais insister sur un deuxième point, le choix de la date. Le choix du 9 mai 1950. Pourquoi la déclaration qui, comme vous le savez, a été élaborée dans le plus grand secret, 8 ou 9 personnes seulement étaient au courant, elle a surpris son monde. Le choix du 9 mai pour le lancement du plan Schuman corrobore l'arrière-plan dont je viens de parler maintenant. L'initiative du ministre des Affaires étrangères, Schuman, intervient dans un contexte très particulier. Tout d'abord, il intervient dans un contexte rendu difficile par la question du statut de la Sarre. Et on verra d'ailleurs que Pierre Ury, lorsqu'il est convoqué le premier jour par Jean Monnet quand il lui révèle en quelque sorte la teneur des discussions qu'il a déjà eues avec Reuter, avec Hirsch, les jours précédents pour faire cette proposition Schuman, ce qui deviendra la proposition Schuman, Pierre Ury, lui, est en charge de la question de la Sarre. Monnet lui a demandé de résoudre le problème. Vous savez que la France utilise le charbon allemand et il y a eu des entretiens entre Schuman et Adenauer du 13 au 15 janvier 1950 qui ont donné des résultats extrêmement décevants, puisqu'Adenauer avait même qualifié la Sarre de protectorat français. Et donc les Allemands, de moins en moins, supportaient ce statut, en quelque sorte, d'occupation de la Sarre, et du moins d'occupation économique. Et puis, s'ajoute à cela, alors je ne veux pas rentrer dans un long débat, mais s'ajoute à cela les pressions qui sont alors exercées par le secrétaire d'État américain Dinah Cheeson pour accélérer le processus d'intégration de la RFA en gestation dans le bloc occidental. En fait, pour Schuman, la décision de lancer la proposition intervient à la veille d'une réunion du Conseil Atlantique convoquée à Londres pour le 10 mai 1950, c'est-à-dire le lendemain, au cours de laquelle il sait que les questions économiques allemandes vont être discutées et où les Américains, soutenus par les Britanniques, envisageront certainement de répondre à la demande allemande d'augmenter la production d'acier de 11 à 14 millions de tonnes et de supprimer l'autorité internationale de la Ruhr chargée de répartir le charbon, comme je l'ai indiqué auparavant. Le 18 avril, d'ailleurs, on a un texte du Quai d'Orsay, la direction politique du Quai d'Orsay adjure Schuman en ces termes: « Ne nous laissons pas acculer à la défensive et prenons des initiatives audacieuses. » Schuman n'avait pas trouvé de réponse satisfaisante auprès de ses services. Et c'est dans ce contexte, qu'intervient Jean Monnet. Pierre Ury insiste beaucoup dans sa mémoire sur le fait que Jean Monnet savait choisir l'instant et les hommes. Il savait choisir le moment où agir et les personnes sur lesquelles il fallait agir. Donc on se retrouve exactement dans ce contexte. C'est dans ce contexte qu'intervient Jean Monnet, qui transmet le 20 avril, par l'intermédiaire du directeur de cabinet du ministre Bernard Clapier, une proposition incluant les 2 premiers drafts de la déclaration. Il y a eu en effet 9 drafts successifs avec des modifications. Pierre Ury va surtout intervenir dans les 3e et 4e, adoptés par Schuman à son retour de week-end dans sa maison lorraine de Sichazel, près de Thionville, et il accepte le texte. Alors ce texte, il a été conçu rue de Martignac par Jean Monnet et ses proches collaborateurs Étienne Hirsch, Pierre Ury et Paul Reuter, dont on a déjà parlé ce matin. Raymond Poitevin, qui a écrit, comme vous le savez, une histoire de la haute autorité de la CECA et une biographie de Robert Schuman, et que j'ai eu l'honneur d'avoir comme professeur à Strasbourg, voilà ce que dit Raymond Poitevin. « Il est clair que le texte de la déclaration du 9 mai 1950, 9e mouture, fut un document dont chaque terme a été pesé, trace un cadre général.
fruit d'une réflexion approfondie de Monet, l'inspirateur, d'Étienne Hirsch, l'homme à la claire vision des aspects économiques, de Paul Reuter, l'homme de l'esquisse institutionnelle qui est à l'origine de la haute autorité, du mot comme de la chose, et de Pierre Ury, l'homme des projets structurés. Le plan trouve en Schuman le bras politique indispensable pour en assurer la réalisation. Je crois que tout est dit en ces 4 lignes. Pierre Ury imprime sa marque à la proposition. Et comme l'a justement écrit Éric Roussel, esprit structuré et brillant, il a structuré le texte, défini plus exactement le concept de haute autorité, fixé le champ d'appréciation de ses décisions. Ury, par ailleurs, écrit Jean Monnet, donnait cohérence au projet économique et par approche successive créait la notion de marché commun, espace sans entrave douanière, sans discrimination, mais réglementé dans l'intérêt général. Et il introduisait l'idée de disposition transitoire. Ça, c'est très important, disposition transitoire. Alors, si l'on examine maintenant, plus en détail, la chronologie des événements. Voilà ce que Ury nous dit dans ses mémoires, qu'il était, d'ailleurs il ne comprend pas pourquoi, qu'il était absent lors de la première réunion de ce groupe qui va élaborer les 9 moutures du plan Schuman. On sait, grâce à l'excellente étude de Pierre Gerbet, que Monet a vu Paul Reuter le 12 avril, où il a testé, comme il le faisait d'habitude, où il a testé sur lui ses projets, mûris au cours d'un séjour dans les Alpes, une de ces longues marches qu'affectionnait Monet. Le 16 avril, Monet réunit Reuter et Hirsch. C'est là, écrira-t-il dans ses mémoires, Monet, que fut élaborée la première version de ce qui devait être la proposition française du 9 mai. Je peux seulement dire que sans Hirsch et sans Reuter, il n'eût pas atteint d'emblée la forme élaborée qui fait de lui le véritable document d'origine de la communauté. J'avais une vue claire de l'objectif, eux me fournirent les moyens d'y accéder à travers l'agencement de l'économie et des institutions pour lesquelles ils imaginèrent en quelques instants des formes nouvelles à la dimension de l'Europe. Ury est mis au courant, ça c'est pendant le week-end, Ury est mis au courant le lendemain, le 17. Et il remarque tout de suite, cela remet beaucoup de problèmes à leur place, songeant en particulier à ce fameux problème de la SAR dont il était chargé. Il estime qu'avec ses idées, la question de la SAR va être réglée d'elle-même. Une partie de la Deutsche Frage, en quelque sorte, va être résolue d'elle-même. Au cours de la discussion qui s'ensuit, Reuter, Hirsch et Ury rejettent l'idée d'une lotharingie industrielle. C'est le fameux texte de 1943, la première idée d'un pays industriel, en quelque sorte, que Jean Monnet avait présenté alors qu'il était membre du Comité français de libération nationale à Alger en 1943. Donc en fait, il rejette cette idée de lotharingie industrielle. Il recentre le projet sur les secteurs du charbon et de l'acier. C'est eux 3 qui l'ont fait, hein, un peu contre l'avis de Monnet. Parce qu'il remarque qu'il s'intéresse à la Ruhr, la Sarre, la Lorraine et le nord de la France. On notera qu'à l'époque, il ne pense pas trop à l'Italie. Hein. Ça, je le dis personnellement, parce que j'ai eu l'occasion de travailler pas mal sur des papiers italiens du cours Schuman. Et finalement, il élargit à l'ensemble de l'Europe occidentale. Alors que Reuter incline en faveur d'une gestion commune assez planiste et dirigiste des investissements et des échanges, Ury, dans ses conversations, penche pour un marché commun du charbon et de l'acier, sans entrave, mais réglementé. Donc une vision un petit peu qui ramène un petit peu la discussion que nous avons eue ce matin avec Margueras, etc., sur cette vision d'un marché élargi, réglementaire, sans les distorsions, en évitant les... Sous son influence, à partir de la 4e version, qui date du 25 avril, sous l'influence de Ury, les dispositions se font moins dirigistes qu'à l'origine. Il ne fut plus question de quotas de production, mais de mesures transitoires pour tenir compte des conditions très disparates dans lesquelles étaient placés les pays adhérents. C'est ainsi que la déclaration du 9 mai, on trouve ça dans un article dans Réalité de Pierre Ury, qui a été rédigé après le plan Schuman, c'est ainsi que la déclaration du 9 mai 1950, je cite, ouvre une nouvelle voie entre le libéralisme absolu et la planification totale en cumulant les avantages de la concurrence avec ceux d'une régularisation du marché. Voilà ce qu'il dit. Et Pierre Ury nous dit ensuite, dans ses mémoires, nous explique ensuite que toutes les autres modifications, celles qui ont eu lieu après la 4e version, ont été des modifications mineures. Et il en cite 2 ou 3. Il dit par exemple, c'est René Meyer qui a fait ajouter l'Afrique,
il ajoute un peu ironiquement, en pensant séduire les Allemands, partage du marché africain, etc. Et le Quai d'Orsay qui a introduit la mention des obligations imposées à l'Allemagne pour autant qu'elle subsisterait. C'est-à-dire que le Quai d'Orsay n'avait pas encore tranché la question de la suppression de la haute autorité de la Ruhr dans le cas où le marché commun se réaliserait. Dans le marché. Donc, du point de vue institutionnel, le consensus s'est fait sur la formule d'une haute autorité. Il semble que ce soit Reuter, les questions institutionnelles, c'est surtout Reuter. Confiée à des indépendants, inspirée de l'exemple des agences fédérales américaines. Ça, c'est un petit peu l'option monnaie, les agences fédérales américaines. Alors, quel est l'autre point aussi sur lequel URI intervient beaucoup durant cette négociation? À part, oui, je voudrais dire aussi au passage, parmi les modifications qui ont eu lieu entre la 4e et la 9e, il y a aussi la disparition du mot supranational. Au début, la haute autorité était supranationale, elle est devenue haute autorité commune. Au début, il était prévu de faire deux agences spécialisées, une pour le charbon et une pour l'acier. Donc ces points-là aussi ont disparu. Et bon, ça je ne sais pas ce qui est de l'ordre de URI ou les autres. En revanche, là où on sait quelle a été l'action de URI, c'est la fameuse note anti-cartel que Monet lui a demandé de rédiger quasiment sur un coin de table, très rapidement, pour Dinah Chisholm débarque à Paris le 8 mai, et la première chose qu'il dit, c'est « les Français sont en train de nous créer le pire cartel que je n'ai jamais vu ». Et donc, Monet, qui connaît la force de synthèse de URI, lui demande de faire une note en 1 page et demie, de manière à convaincre les Américains, ce qu'il fait. Alors, URI démontrait dans cette note que par tous ses traits, l'organisation projetée prenait le contre-pied d'un cartel. Voici les 3 arguments utilisés par Pierre URI dans cette note. Alors que les cartels ont pour objectif le profit et le maintien des situations acquises, la haute autorité encouragera la productivité et la rationalisation de la production et l'élargissement des marchés. Alors que les cartels fonctionnent selon des accords secrets, vous savez, les barèmes de prix ne sont pas publiés, ou alors entre copains, bon, etc., elles favoriseraient des accords ouverts, et alors qu'ils avaient un caractère purement privé, strictement professionnel et patronal, l'organisation projetée, la haute autorité, confierait à des hommes indépendants la mission de servir l'intérêt commun. Là, on retrouve un peu le Pierre URI qui est très soucieux, en quelque sorte, de ce bien commun. Les moyens d'action étaient la fixation des prix, l'octroi de quotas de production, la répartition des marchés entre eux, c'est-à-dire l'élimination de la concurrence aux fins d'une exploitation de divers débouchés par la profession intéressée. La haute autorité veillerait justement à ce que tous ces défauts ne soient pas... Alors j'en arrive maintenant à la négociation du traité de Paris, je ne sais pas combien de temps il me reste. La négociation du traité de Paris. Après le 9 mai 1950, Robert Schuman avait laissé à Jean Monnet et à ses collaborateurs le soin de mener les négociations qui allaient aboutir à la CECA. D'après Pierre URI, des secteurs considérables de l'administration avaient, face aux idées du commissaire au plan, une attitude critique, voire même hostile. Et cette hostilité existait au sein même du ministère des Affaires étrangères, elle existait au sein aussi du ministère des Finances. Maurice Petsch était un adversaire formidable du plan, etc. Donc, Pierre URI nous dit que face à cette situation, par exemple le secrétaire général du Quai d'Orsay, Parodi, n'était pas pour. On connaît l'opposition de Massili, qui voulait à tout prix les Anglais dedans, et bon, on en a un peu parlé ce matin, je pourrais aussi développer, mais tout ça vous le retrouverez dans ma contribution qui est beaucoup plus fouillée que cela. Il y a aussi les rapports avec les Anglais auxquels Pierre URI a participé, la tentative, et qui donne à Monet l'idée de revenir vers l'Allemagne parce qu'il s'aperçoit que les Anglais n'entreront pas. Donc ils vont agir comme une sorte de commando. La délégation n'a recours aux services intéressés que pour se procurer des statistiques, des avis d'ordre juridique et technique dont elle a besoin pour ses travaux. Alors, on sait que le souhait de Monet aurait été de conclure très vite un traité limité aux principes de base. D'ailleurs, il les avait fait accepter par tous, sauf par les Anglais, dans ce qu'on appelle le document de travail, hein, qui était une sorte de canevas du traité, une quarantaine d'articles, rédigés d'ailleurs par Étienne Hirsch et Pierre URI. C'est eux qui l'ont rédigé entièrement. Donc il aurait voulu
conclure très vite un traité limité aux principes de base et laisser à une négociation ultérieure régler les problèmes techniques. Mais dès les premières discussions au mois de juin, Monnet a pu mesurer l'ampleur des questions qui préoccupent les partenaires de la France. Comme l'écrit justement Raymond Poitevin, d'accord sur les principes de base du projet, ils n'en voient pas clairement les aspects institutionnels. En revanche, ils connaissent déjà les craintes de leurs industries. C'est-à-dire qu'en fait, les sidérurgistes de tous les pays, unissez-vous, évidemment, derrière les négociateurs des délégations nationales, il y avait les sidérurgistes. De juin à septembre eurent lieu en plusieurs phases des négociations institutionnelles et techniques. Outre les sessions communes des délégations, les travaux ont surtout été poursuivis au sein de 5 groupes de travail. C'est Monnet qui avait décidé de regrouper un peu ces questions. Alors, il y a des questions institutionnelles, ce seront surtout Reuter et puis un juriste du Quai d'Orsay qui s'appelle Gros, j'ai oublié son prénom, qui vont se charger de cela. Il y a les questions économiques, prix, production, investissement, ça c'est au début c'est Étienne Hirsch qui va diriger ce groupe. Les salaires et questions sociales, ça c'est Pierre Ury. Les questions commerciales et douanières, ça c'est également Pierre Ury. On peut passer les diapositives suivantes peut-être. Bon, ça c'est peut-être voilà voir un peu la rue de Martignac avec Pierre Ury, Étienne Hirsch qui est debout. Voilà, ça c'est la CK, continuez. Ah, c'est Robert Schuman et à l'ouverture des travaux. Ça c'est Bernard Clapier qui a fait passer le texte à Schuman. Et ça c'est le début des négociations. On reconnaît bien Pierre Ury assis à côté de Jean Monnet et Étienne Hirsch de l'autre côté. Alors, voici les questions commerciales et douanières, c'est aussi Pierre Ury. Et la définition des termes charbon-acier, ça c'est autre chose. Alors, voici comment Ury décrit le processus d'élaboration du traité dans une de ses interviews à Duchesne. Nous avons eu d'abord ce canevas, le document de travail, rédigé en articles, une quarantaine. C'est de là qu'on est parti. Puis il y a eu ensuite, vers la fin de l'année, une suspension des négociations pour nous permettre Lagrange, je reparlerai de Lagrange qui a joué un grand rôle pour Pierre Ury, Lagrange, Hirsch et moi, pratiquement de rédiger le projet de traité, à partir duquel il n'y a plus eu qu'à avoir des discussions de mise au point. D'une part, et d'autre part, la rédaction, et là, Hirsch, qui avait beaucoup préparé les choses, n'a pas pu s'en charger. C'est moi qui ai fait le mémorandum sur les dispositions transitoires qui a été immédiatement approuvé. Pourquoi Hirsch n'a pas pu continuer? C'est parce qu'évidemment, dans l'intervalle, il y a la négociation sur la communauté européenne de défense, dans laquelle Étienne Hirsch est chargé des questions d'armement, des questions budgétaires, et donc Pierre Ury va reprendre l'ensemble des dossiers, va reprendre l'ensemble des groupes de travail. Et en fait, au début des négociations, Pierre Ury est en charge des questions. J'ai un peu tenté de résumer. Tout est développé dans ma contribution écrite, mais évidemment, je dois passer un peu rapidement. Donc, il a rédigé avec Étienne Hirsch le document de travail. Il est lui-même à la tête des groupes de travail sur les questions sociales et les salaires au départ. Après le départ d'Étienne Hirsch à la négociation CED, il est en charge de l'ensemble des questions économiques. Et en plus, il va rédiger avec Maurice Lagrange la convention sur les dispositions transitoires annexées au traité. Alors, suivant les témoignages, là je lis parce que c'est véritablement, voilà ce que j'ai retenu des témoignages. Suivant les témoignages, son intelligence foisonnante, son esprit d'analyse et de synthèse, sa faculté à imaginer des solutions communes font merveille. À travers ses notes et en discussion avec les diverses délégations, il s'emploie à clarifier le fond des problèmes en identifiant les points de blocage d'abord. Il suggère non pas des compromis, mais des solutions, il le dit lui-même, des solutions pour lesquelles les autres ne peuvent pas dire non. En gros, c'est ça. Mais les compromis, il n'est pas beaucoup. Il élabore, et surtout, il réécrit les articles. Il réécrit les articles. Il rédige les rapports de toutes ces réunions. Donc un travail incommensurable. Alors il se définit lui-même, dans une de ses interviews, comme un catalyseur. Voilà ce qu'il dit. J'avais la fonction d'un catalyseur, c'est-à-dire celle d'inventer des solutions et d'induire l'accord final. Voilà en gros. Alors en dépit des difficultés, la rédaction du traité, une centaine d'articles, avance régulièrement grâce à Pierre Ury.
Alors évidemment, là j'ai plusieurs parties sur son rôle dans les questions sociales, dans les questions commerciales, etc., etc. Je ne peux pas évidemment tout développer. Disons simplement que je voudrais simplement donner un exemple. Les questions sociales, parce que ça me paraît quand même sa contribution majeure avec les dispositions transitoires dont j'aurai l'occasion de parler. Dans les questions sociales, sur le plan économique, on sait que l'idée essentielle du plan réside dans le développement de la productivité par l'élargissement des marchés et la modernisation des équipements. Mais pour Pierre Ury, la productivité n'est pas une fin en elle-même. Elle est la condition du relèvement du niveau de vie. Ces inspirations générales ont guidé les dispositions prévues dans le traité, en particulier le règlement des questions sociales, les questions des salaires, etc. Alors, tout au long des discussions, Pierre Ury oriente la négociation en fonction de ses conceptions progressistes, disons. Il entretient de bonnes relations avec nombre de syndicats réformistes, il les consulte, il envoie même un questionnaire à tous les syndicats participant plus ou moins à la négociation. Vous savez quand même que Monnet avait rejeté un peu les confédérations, disons, marquées un peu trop à gauche, disons communistes, etc., qui critiquaient le traité, mais les syndicats réformistes, disons qu'il avait de bonnes relations avec eux. Il est sensible à leurs revendications d'élévation du niveau de vie et surtout à leur souci de protection des travailleurs qui pourraient être affectés par l'établissement d'un marché commun. Il s'attache à équilibrer, sinon, il le dit lui-même, on ne peut pas égaliser, sinon à égaliser les salaires, mais en les harmonisant vers le haut, si possible, et à instaurer des mesures transitoires offrant des garanties au secteur fragilisé. Mais l'innovation majeure dans le domaine social, comme le souligne Pierre Ury dans un article signé sous son pseudonyme favori de Rémy Prieur du 10 mai 1951, réside dans la création d'un fonds de réadaptation qui doit mettre la main-d'œuvre à l'abri des risques du progrès technique. Voilà ce qu'il dit dans cet article. Cette aide, qui sera le futur paragraphe 23 des dispositions transitoires, n'est pas seulement destinée à couvrir une éventuelle période de chômage, mais ces mesures sont étendues pour faciliter par exemple le relogement des travailleurs en cas de déplacement ou pour contribuer à la rééducation professionnelle en cas de changement d'emploi. C'est le fameux fonds de réadaptation donc, qui est véritablement une création de Pierre Ury. Alors, je serai trop long, mais on me dit qu'il faudra bientôt en terminer. Pierre Ury intervient également, mais cette fois-ci en tandem avec Étienne Hirsch, pour régler la question des modalités de fixation des prix du charbon et de l'acier, les fameux barèmes. Mais si j'entre dans les détails techniques des basic points, c'est véritablement pas possible. Alors, pour essayer d'en terminer avec ça, disons que Pierre Ury va intervenir également aux côtés de Jean Monnet dans la question de la déconcentration des industries de la roue. Et là, il va se trouver opposé non seulement au gouvernement allemand, qui ne peut pas en entendre parler, la fameuse explosion du Deutscher Kohlenverkauf, et également le contrôle de ce qu'on appelait la concentration verticale, en allemand Verbundwirtschaft, et qui, selon Monnet, aurait donné un avantage majeur à l'industrie de la roue dans le nouveau plan, et d'où la création des articles 60 et 61 du traité qui visent à contrôler ces fusions et ces ententes. C'est l'un des points du traité qui ne fonctionnera pas, comme on le sait, hein, la reconcentration s'effectuera malgré tout un peu plus tard. Mais évidemment, Pierre Ury également sera de plein pied dans cette négociation. Il se retrouvera opposé également à la chambre syndicale de la sidérurgie française dans les débats de ratification du traité, où il va beaucoup se battre pour démontrer que l'industrie sidérurgique française ne doit pas voir dans la CECA, dans la Communauté européenne du charbon et de l'acier, un danger, un écrasement par l'industrie de la roue, mais qu'au contraire, évidemment, elle va pouvoir bénéficier, si on réussit à se débarrasser de la domination du comptoir de vente français de l'acier, qui est une forme de cartel,
si on arrive à se débarrasser de ce cartel, évidemment, l'industrie française est tout à fait capable de concurrencer celle de la Ruhr. Il parle même d'une domination possible de l'industrie lorraine de cette époque, notamment avec la Solac, ces trains à bande continue, etc., qui avaient été créés avec le plan Marshall. Si on peut se débarrasser des cartels, à ce moment-là, cette industrie lorraine pourrait même envisager d'avoir des débouchés en Allemagne du Sud. Donc tout ceci souligne bien le rôle de Uri, mais comme Uri le dit lui-même, nous n'aurons rien pu faire sans l'appui des Américains. Et les Américains, c'est surtout Robert Bruce et Tomlinson à l'ambassade des États-Unis. C'est Bowie qui est un spécialiste de Harvard en matière de législation antitrust, qui va beaucoup aider. Et puis c'est surtout McCloy, le haut représentant des Américains auprès de la République fédérale, auprès d'Adenauer, qui va énormément faire pression dans les derniers temps de la négociation, qui sont extrêmement tendus. En revanche, Schuman et Monet devront donner des gages aussi à Adenauer en abandonnant la haute autorité de la Ruhr, c'est-à-dire que les fameuses conditions qui avaient été mises par le Quai d'Orsay dans la déclaration Schuman du début vont sauter. Et puis, il y a également le problème de la Sarre, c'est-à-dire que les Français auraient voulu que la Sarre signe en tant que territoire autonome, en quelque sorte, et évidemment, Adenauer refusera. Enfin, bon, il y a la dernière proposition sur le siège. Pierre Uri intervient aussi dans la question du siège, quand les ministres des Affaires étrangères, se réunissant à huis clos, ressortent avec cette formule stupide, en quelque sorte, de faire de Turin le siège de la haute autorité. Pierre Uri, qui parle allemand, va voir Adenauer, lui dit « Écoutez, faites semblant de ne pas avoir compris ce qu'on vous a dit, et quand de toute façon vous êtes opposé à Turin parce qu'il faudrait franchir les Alpes en hiver pour avoir les charbons et le glacier, c'est complètement ridicule. » Et à ce moment-là, le très rusé Bech arrive avec sa proposition de Luxembourg, non pas en tant que siège provisoire, mais en tant que siège précaire. Ce qui a été voulu par le Belge, voilà, donc je termine là-dessus, malheureusement je n'ai pas le temps de... Merci beaucoup à Jean-Marie Paleret pour cet exposé passionnant. Nous sommes toujours, depuis ce matin, dans l'établissement des faits, c'est-à-dire ce qui revient à Uri et ce qui ne lui revient pas. En tant que Turinois, je garde quand même la responsabilité de choix absurdes. Cela aurait peut-être permis d'accélérer la construction du TGV Lyon-Turin si on s'y était pris depuis 1951. Alors, maintenant la parole revient à Céline Lacombe-Cordier, qui revient un peu à l'histoire, parce qu'elle s'en était occupée de cette question de Pierre Uri en tant que directeur à la haute autorité du charbon et de l'acier, dans un mémoire avec Robert Franck, et qui travaille aujourd'hui, est aujourd'hui directrice de la communication à Combles-la-Ville. Voilà, vous avez également 20-25 minutes. Merci, donc... Est-ce que ça fonctionne? Oui. Voilà. Je remercie les organisateurs, en particulier Alessandro et Noël Uri. C'est pour moi un honneur d'être ici parmi vous aujourd'hui. Parce qu'en travaillant il y a 23 ans sur Pierre Uri, je n'imaginerais pas que je me retrouverais aujourd'hui devant vous. Après avoir étudié sa vie dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, et notamment son action en faveur de la construction européenne, je crois que je n'avais pas encore pris toute la mesure de l'apport de Pierre Uri et de l'ampleur de son travail. Avec le recul, devenu moi-même fonctionnaire, et grâce au travail que j'ai dû fournir pour vous présenter aujourd'hui l'action de Pierre Uri à la division économique de la CECA, je mesure encore plus la particularité de cet homme extrêmement brillant et totalement engagé dans son action européenne. J'ai souvent eu l'impression qu'il était entré dans l'Europe comme s'il avait trouvé une nouvelle patrie. Guidé durant tout son parcours par sa vision de philosophe et son action d'économiste, un économiste brillant, un peu hors norme car philosophe, un haut fonctionnaire rigoureux mais pas comme les autres car philosophe, un négociateur imaginatif, capable de discuter dans toutes les langues de l'Europe de l'époque et qui recherchait sans cesse des solutions simples et élégantes. À côté de son apport technique à des problèmes économiques complexes, il me semble que l'apport de Pierre Uri c'était aussi cela et tout cela à la fois. Le 23 juillet 1952, le traité de Paris entre en vigueur et le 10 août 1952, la haute autorité s'installe officiellement à Luxembourg. Donc.
Les Français ont réussi à préserver l'essentiel, une haute autorité indépendante avec des pouvoirs réels. Mais 3 autres institutions encadrent la haute autorité. L'Assemblée commune, qui représente les peuples des États de la communauté, le Conseil spécial des ministres, qui doit harmoniser l'action de la haute autorité et celle des 6 gouvernements, et la Cour de justice. Le premier collège des 9 membres qui composent la haute autorité est présidé par Jean Monnet. Pierre Uri accompagne Jean Monnet à Luxembourg. Il ne se contente pas de participer à la création sur le papier de la CECA, il poursuit son action en jouant un rôle au sein même de la nouvelle communauté. 5 ans après la fin d'une guerre abominable, les belligérants créent ensemble une structure institutionnelle les liant de façon étroite autour de 2 industries stratégiques. Mais tout est alors à construire pour faire fonctionner la structure et réussir le projet. Artisan de ce chantier à mener, Pierre Uri veut voir concrètement l'application de la belle idée et intègre donc sa nouvelle patrie européenne. Au sein de la haute autorité, il participe d'abord à l'installation et à la mise en œuvre de l'institution durant la période préparatoire, ce sera l'objet de ma première partie. Il développe une méthode de travail où l'élégance et la simplicité sont de mise, ce sera mon second point. Et l'application concrète de ces conceptions européennes en tant que directeur de la division économie sera le thème de ma dernière partie. Le traité de Paris, dans la Convention relative aux dispositions transitoires, a défini 2 périodes, une période préparatoire et une période de transition. La période préparatoire s'étend de l'entrée en vigueur du traité le 23 juillet 1952 jusqu'à la date d'établissement du marché commun, qui sera le 10 février 1953 pour le charbon, le minerai de fer et la ferraille, et le 1er mai 1953 pour l'acier. Vu l'ampleur du travail à accomplir, dès leur arrivée à Luxembourg, les membres de la haute autorité et leurs collaborateurs comprennent la nécessité de s'organiser. Ils mettent alors en place un comité de démarrage composé d'un fonctionnaire par pays. Pierre Uri en prend la présidence et il donnera toute la mesure de son sens de l'organisation. La feuille de route fixée par le traité de Paris est claire et Pierre Uri, qui en est l'un des rédacteurs principaux, la suit. À la tête du comité de démarrage, il rédige un document qui est le schéma de la mise en œuvre du marché commun du charbon et de l'acier pendant les premiers mois. Dans leur livre référence sur l'histoire de la haute autorité de la CECA, Raymond Poitvin et Dirk Sperenbourg parlent ainsi de ce document. Le mémorandum du 23 août 1952, rédigé par Pierre Uri, permet de donner une vue d'ensemble du travail à accomplir pendant la période préparatoire, avant même la mise en route du marché commun. C'est un mémorandum de 61 pages très détaillé. Toutes les tâches à accomplir y sont abordées. Il s'agit de mettre en place les institutions, d'organiser les liaisons avec les autres organisations internationales, de préciser les pouvoirs préalables à l'établissement du marché commun afin de mettre en place ce marché. Michel Godet dit de Pierre Uri qu'il est un de ceux qui, avec son agilité intellectuelle, ses travaux d'économiste, a vu le premier l'ensemble des éléments qu'il fallait prendre en considération. Avec ce mémorandum, rédigé en moins de 2 semaines, on mesure bien l'ampleur de la tâche à accomplir. Le premier point fixé par le mémorandum, c'est la mise en place des institutions. Le comité de démarrage, emmené par Pierre Uri, prépare un bref projet de règlement intérieur et un règlement d'organisation provisoire de la haute autorité, dont le caractère supranational est réaffirmé. Il faut aussi préparer les premières réunions à venir du Conseil spécial des ministres et de l'Assemblée. Et il faut aussi finaliser la composition du comité consultatif. En effet, le traité de Paris, dans son article 18, a prévu la création d'un comité consultatif auprès de la haute autorité, composé de 30 à 51 membres, et comprenant en nombre égal des producteurs, des travailleurs et des utilisateurs. Avant même son arrivée à Luxembourg, Pierre Uri avait été désigné comme chef de la délégation française auprès de la commission intérimaire de la CECA, chargée de faire des propositions chiffrées sur la répartition des sièges producteurs et utilisateurs au comité consultatif. Pierre Uri fut l'artisan des premières répartitions des sièges producteurs et utilisateurs entre les différents pays, mais il reste du travail en vue d'une présentation de la composition définitive du Conseil spécial, au Conseil spécial des ministres, qui doit se réunir le 10 septembre 1952. Un des travaux du comité de démarrage, c'est également de mettre en place les directions et les services. Pour que l'institution fonctionne, il faut une organisation structurée, déclinée en directions et services, composée de fonctionnaires européens. C'est Pierre Uri qui rédige la note sur l'organisation initiale du travail et des services, datée du 25 septembre 1952. Dans ces différentes notes sur ces sujets, on constate qu'il s'efforce d'éviter l'installation d'une lourde administration et de réaffirmer le caractère supranational des fonctionnaires.
Il se bat également dès cet instant pour que le charbon et l'acier ne soient pas séparés dans deux directions différentes, mais bien que les questions soient abordées sous l'angle d'une politique économique d'ensemble, et que l'organisation soit également structurée en ce sens. Plusieurs divisions et services sont ainsi mis en place suivant le schéma établi par Pierre Ury, les divisions économie, production, investissement, marché et une division pour les questions sociales, les services transport, statistiques, juridiques, financiers, ainsi qu'un secrétariat, un service intérieur et un service des interprètes et des traducteurs. Tous ces responsables des divisions et services de formation et de nationalités différentes arrivent à établir entre eux des rapports de confiance et se mettent entièrement au service de la cause européenne. Mais il faut fixer le périmètre des compétences de chaque division et cela ne va pas sans quelques heures. Ce ne sera qu'à partir de 1955 que l'administration se structurera réellement. En attendant, selon Poitvin et Spirenbourg, à la tête de la division économie, Pierre Ury devient la grande cheville ouvrière, le coordinateur de l'ensemble. Il faut préparer l'ouverture du marché commun et la tâche est immense. Il faut bien comprendre que tout ce travail préparatoire doit être accompli entre août 1952 et l'ouverture du marché commun du charbon en février 1953. L'ouverture du marché commun, ça signifie la suppression des droits de douane et des restrictions quantitatives à la libre circulation des produits, l'interdiction des mesures discriminatoires et des subventions ou aides accordées par les États. Le principe, c'est la libre concurrence avec un contrôle par la CECA de l'approvisionnement régulier et la fixation des prix au plus bas niveau. Mais tout est à construire et notamment un exposé d'ensemble de la situation de la communauté doit être préparé et présenté à l'Assemblée le 10 janvier 1953. Ce premier rapport d'activité est rédigé par Pierre Ury. Un des éléments à mettre en place très rapidement également, c'est le prélèvement, le premier impôt européen. Pour pouvoir fonctionner de manière indépendante, le traité de Paris a instauré dans son article 49 que la haute autorité peut disposer de ressources propres qui proviennent des prélèvements sur la production du charbon et de l'acier, ou bien alors en contractant des emprunts. Il faut donc mettre en place ce prélèvement. C'est Pierre Ury qui le crée en inventant un système qui se voulait simple à calculer chaque mois pour les entreprises. Mais la communauté n'existe pas seule et il faut également mettre en place les relations avec les autres partenaires. Le mémorandum du 23 août 1952 montre bien que les négociations extérieures constituent une part essentielle de l'activité de la communauté au cours de la période préparatoire. Les négociations avec la Grande-Bretagne d'abord. Dès le 10 août 1952, le gouvernement britannique accrédite auprès de la haute autorité un ambassadeur spécial permanent, assisté d'une délégation d'une vingtaine de membres. La CECA passe donc un accord avec la Grande-Bretagne et un Joint Committee est constitué. Là encore, c'est Pierre Ury qui le préside et sa parfaite maîtrise de l'anglais lui est bien utile. Avec le GATT ensuite. Avant l'établissement du marché commun, une dérogation à la clause de la nation la plus favorisée doit être obtenue dans le cadre du GATT, dont la session ordinaire doit se tenir entre le 4 octobre et le 15 novembre 1952. En effet, chaque signature du GATT, en invoquant cette clause, pourrait accéder au marché commun sans en supporter les conséquences. Pierre Ury fait partie des conversations qui s'engagent à Genève début septembre 1952 avec les représentants américains, anglais, néerlandais, canadiens et norvégiens et un représentant du secrétariat du GATT. Le 10 novembre 1952, un accord est signé qui montre bien que les six sont considérés comme n'en faisant qu'un en ce qui concerne le charbon et l'acier, mais la CECA en tant que telle n'est pas partie contractante au GATT. De même, avec l'Organisation européenne de coopération économique, l'OECE, il faut obtenir une dérogation à la clause de non-discrimination qui régit la libération des échanges en lui notifiant que les pays de la communauté constituent un régime douanier spécial et qu'ils peuvent supprimer entre eux les restrictions quantitatives sans étendre le bénéfice de cette suppression aux pays membres de l'OECE. Comme on le voit, Pierre Ury n'est pas un simple exécutant. Il était un haut fonctionnaire français engagé dans la construction de l'Europe. Il est maintenant un haut fonctionnaire européen, totalement intégré dans l'édifice européen. Il peut ainsi créer son style, sa méthode de travail, où l'élégance du langage dispute à la simplicité des solutions trouvées. Il prend donc un certain nombre de choses en main avec méthode, dont nous allons tracer les grandes lignes. Il a d'abord pour principe d'être le rapporteur de toutes les commissions qu'il préside.
Il ne veut pas être, comme il le dit lui-même, un président pour la forme, laissant tout le travail à un autre qui s'appelle le rapporteur, tout en obtenant que la commission porte le nom du président et pas du rapporteur. Il a ainsi rédigé les décisions et les rapports dans un style qui se veut simple, clair et non administratif. C'est lui qui le décrit le mieux dans son livre « Pensée pour l'action ». Nous étions d'accord pour rompre avec le mode administratif. Nous voulions, pour accompagner la naissance de l'Europe, créer un style simple où l'on disait dans une langue élégante et claire ce qu'on avait à dire, de sorte que les textes soient accessibles à tous, sans faire appel à des experts ou multiplier les circulaires interprétatives. Sa préoccupation principale est de trouver des solutions simples, car pour lui, l'imagination consiste à ne pas s'arrêter tant qu'on n'a pas trouvé cette solution simple. Et une solution est simple quand il n'y a pas besoin de faire des cas particuliers. La bonne solution est celle qui se coule d'elle-même sur la diversité du réel. Pierre Eury, le structuré, est indispensable à Jean Monnet, comme le montrent encore Poitvin et Spirenbourg. Les séances de la haute autorité se transforment parfois en de longs palabres entrecoupés de pauses exigées pour la mise au net des idées. C'est là que Monnet, qui n'est pas un homme de l'écrit mais qui s'est corrigé, fait appel à Pierre Eury. Cela ne plaît pas toujours aux autres membres de la haute autorité. Raymond Poitvin et Dirk Spirenbourg, dont ce dernier, membre de la haute autorité, fut parfois l'un des détracteurs de Pierre Eury, en parlent ainsi dans leur livre sur la haute autorité de la CK. Collaborateur immédiat de Jean Monnet, capable de débroussailler les problèmes les plus complexes, auteur d'innombrables notes de synthèse, son omniprésence ne manque pas d'agacer certains membres de la haute autorité qui supportent mal ses intrusions tout azimut et sa présence continuelle auprès du président. Plusieurs des membres de la haute autorité n'acceptent pas de le voir jouer le rôle d'un véritable 10e membre du collège, car Jean Monnet permettait aux hauts fonctionnaires d'assister aux séances de la haute autorité. Dès ses premières notes sur l'organisation de la haute autorité, Pierre Eury préconise, inspiré par les méthodes de Jean Monnet au commissariat général au plan, le travail en petites équipes composées d'hommes qui ont fait la preuve de leurs compétences. Pierre Eury est pointilleux, exigeant, consciencieux. À l'image de Jean Monnet, il attend beaucoup de ses collaborateurs et de ses interlocuteurs. Dans sa division, il a pour principe d'être celui qui prend le moins de collaborateurs, car les compétences attribuées à la division sont très étendues, et Pierre Eury pense que ses collaborateurs seront d'autant plus ardents au travail qu'ils se sentiront une large responsabilité. Il ne semble pas y avoir eu trop de heurts de personnes au sein de sa division. Avec Rudolf Regoul, son adjoint, les relations sont excellentes. Nous avons admirablement divisé les tâches, c'est moi qui faisais toute la politique économique, mais c'était lui qui faisait les études. Autrement dit, Pierre Eury était bien, selon ce schéma, la tête pensante de la division économie. Il organise également celle-ci avec méthode, de manière à répondre aux objectifs et aux attributions qui lui incombent. Aussi, dans un document sur l'organisation de direction du 5 novembre 1954, il explique que chaque membre a une double responsabilité, un secteur d'études déterminé et la liaison avec une autre division. Il applique cette règle à lui-même en prenant la liaison avec la division du marché. Il est exigeant, mais ses collaborateurs lui sont dévoués et sont prêts à travailler à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, malgré son caractère difficile. Je cite dans Pensée pour l'action, « J'ai appris de Monnet à faire confiance à ceux qui travaillent avec moi et même à me pencher sur leurs difficultés personnelles. Je reconnais en revanche que je suis assez vif avec les hommes qui occupent d'importantes positions s'ils font la preuve qu'ils ne savent pas les remplir. » Mais Pierre Eury, c'est un Européen avant tout. Dès ses premières notes sur l'organisation de la haute autorité, il réaffirme le caractère supranational de la haute autorité et des fonctionnaires qui y travaillent. Il rejette, tout comme Jean Monnet, la préférence nationale dans le choix des hommes, qui doivent surtout être compétents. Pierre Eury utilise également sa parfaite connaissance des langues. Les Allemands, au départ, sont peu représentés dans sa division, plutôt en surnombre de Français, mais la tendance finit par s'inverser et il tenait parfois certaines réunions directement en allemand. De même, sur certains projets, pour convaincre ses interlocuteurs, notamment allemands, il traduit l'exposé dans leur langue et emporte ainsi leur approbation car il lève toute ambiguïté de langage. Il en parle ainsi à Gérard Bossuat. « Je crois que ça donne un sens à ce que c'est que la coopération économique quand on finit par convaincre les gens qu'on est totalement honnête, intègre et qu'on va au-devant d'eux en leur parlant leur langue. » Nous pouvons donc parler d'une méthode Pierre Eury, en partie inspirée de son expérience au plan. Il emprunte à Jean Monnet cette volonté de vouloir que toujours les solutions soient simples.
Mais par son caractère et sa connaissance des langues, il crée sa propre méthode qui répond parfaitement à son esprit européen engagé. Ses qualités de synthèse, d'imagination, alliées à ses compétences techniques, distinguent son style de celui de Jean Monnet. La méthode Ury se veut adaptée à l'image qu'il se fait de l'Europe qu'il construit, simple, à la portée de tous, unie et universelle. Et il applique cette méthode de travail pour exercer ses fonctions de directeur de la division économie jusqu'en 1959. La construction européenne n'est pas qu'une belle idée, elle est aussi très technique et bureaucratique. Je vais essayer ici de vous montrer le travail concret de Pierre Ury. Il a produit d'innombrables notes dans des domaines économiques techniques et pointus, avec pour objectif d'établir la politique économique de la CECA. Concrètement, à partir de février 1953, après l'ouverture du marché commun du charbon, une seconde phase moins organisationnelle du travail de Pierre Ury à la Haute Autorité débute. C'est une période de transition définie par le traité de Paris qui s'ouvre pour 5 ans afin que les industries nationales puissent s'adapter aux nouvelles conditions. Pierre Ury, dans sa direction, s'applique à remplir la mission qui lui est assignée depuis le 25 septembre 1952 dans la note qu'il avait lui-même rédigée. À savoir, situer la communauté dans l'ensemble de l'économie et articuler les relations entre le marché commun et les économies nationales. De ce fait, la division économie a 2 grandes tâches, une vue de la situation d'ensemble et des facteurs qui en commandent l'évolution, et la définition précise des règles de la concurrence. Il souhaite ne pas rester confiné au seul problème du charbon et de l'acier et veut traiter les interférences entre l'action des États et le fonctionnement du marché commun comme un problème d'économie générale. Globalement, l'intégration de 6 marchés nationaux en un marché unique de 160 millions de consommateurs ne peut se faire sans vérifier que chaque acteur du marché commun soit gagnant, en inventant en permanence des mécanismes complexes permettant les ajustements et les compensations quand cela est nécessaire. Le travail de Pierre Ury et de la division économie participe à traiter de façon cohérente et globale les problèmes de fonctionnement du marché, de production, d'investissement et de prix. Il faut fixer des lignes générales tout en déterminant progressivement les applications concrètes et détaillées. Ainsi, dans le mémorandum de la Haute Autorité au Conseil des ministres du 30 novembre 1953, rédigé par Pierre Ury, il est précisé clairement que la politique générale de la Haute Autorité dans le domaine de l'acier, c'est le développement de la concurrence qui doit assurer en moyenne des prix plus bas aux consommateurs et une qualité sans cesse améliorée des produits. En ce qui concerne le charbon, les questions qui se posent sont différentes de celles de l'acier, car par nature, la localisation des gisements ne peut être déplacée et ceux de la CECA sont très profonds, donc difficiles à exploiter et nécessitent une main-d'œuvre considérable. Le charbon est fortement concurrencé par d'autres sources d'énergie, électricité hydraulique, gaz naturel et produits pétroliers qui rendent son avenir incertain, alors même que les investissements doivent se voir sur un temps long de 10 à 15 ans. Aussi, la politique fixée par la CECA est différente de celle de l'acier. L'objet de la communauté n'est pas de maintenir ou de développer la production du charbon à tout prix, mais de couvrir ses besoins tout en faisant du charbon une source économique d'énergie. Avec sa division, Pierre Ury produit un nombre innombrable de notes entre 1953 et 1955 qui ont pour objectif d'ajuster en permanence la politique économique de la Haute Autorité en s'adaptant au contexte. Il doit aussi lever les résistances, notamment des gouvernements eux-mêmes ou même des cartels. Sa direction produit des études et effectue de nombreuses concertations. Si on prend par exemple l'application de l'article 60 du traité de Paris, qui occupe Pierre Ury durant tout le mois de décembre 1953. Cet article interdit les pratiques déloyales de concurrence et les pratiques discriminatoires en imposant que les barèmes des prix et conditions de vente appliqués sur le marché commun par les entreprises soient rendus publics. Or, les entreprises publient leurs barèmes sans les modifier en fonction de l'évolution des prix. On trouve 4 notes de Pierre Ury sur cette question. Pour modifier et envisager dans les textes relatifs l'article 60, une autre sur l'avis du comité consultatif, une autre sur les entretiens avec les fonctionnaires au Conseil, et enfin un projet de communication de la Haute Autorité sur l'application de l'article 60. Au sein de sa division, en tant que directeur, Pierre Ury est donc sur tous les fronts, dans toutes les négociations.
car il ne suffit pas de vouloir créer un marché dans lequel les échanges sont plus libres, il faut aussi assurer les conditions qui permettent effectivement de les établir et de les maintenir. La communauté, comme on l'a vu, a mis en place le prélèvement, mais il faut aussi recourir à l'emprunt. Et Pierre Eury fait partie d'un voyage, le 30 mai 1953, aux États-Unis, avec Edmund Feldstein, pour retrouver Jean Monnet et des membres de la haute autorité pour négocier cet emprunt. Enfin, un des premiers emprunts. Un autre exemple du travail de Pierre Eury, c'est la définition d'une politique d'investissement commencée dès octobre 1952 et qui se heurte aux réticences des entreprises et des différents pays à fournir leurs programmes d'investissement. Pierre Eury entreprend de recueillir les indications des différentes capitales et ce n'est que fin 1954 que l'on voit apparaître les contours d'une politique des investissements de la haute autorité de la CECA. Il y aura les actes. Tout à fait. Peu à peu, je vais résumer du coup, peu à peu, Pierre Eury, le travail de Pierre Eury évolue vers une vision plus large du marché commun, avec l'intégration, et en tout cas le travail sur l'intégration d'un certain nombre d'autres domaines, comme les transports et l'énergie. Il multiplie les activités à partir de 1957. Notamment, il participe aux négociations de la zone économique de libre-échange de janvier 57 à avril 59. D'octobre à décembre 58, il prend la tête d'un groupe d'experts chargé d'établir un rapport sur la situation économique des pays membres de la CE, qui portera son nom. Ce sera le rapport Eury. Ça lui permettra d'accéder à une notoriété internationale et publique, puisqu'il sera publié dans la presse. Il écrira son dernier rapport le 22 avril 1959 et ce dernier rapport montre bien qu'on évolue vers un élargissement de la communauté puisque c'est le premier rapport sur une politique coordonnée dans le domaine de l'énergie. Il travaillera aussi sur les transports. Ce sera donc son dernier rapport. En juillet 1959, il démissionne de son poste de directeur de la division économique car il n'obtient pas le rôle politique qu'il espérait au sein de la haute autorité de la CECA pour remplacer Léon Dole. À Luxembourg, il a pu appliquer ses conceptions européennes de son arrivée en 1952 à sa démission en 1959, du comité de démarrage au rapport qui porte son nom, à la tête de la division économie, il a su concrétiser le traité de Paris qu'il avait contribué à élaborer auparavant. Il a ainsi participé à la mise en place et à l'organisation fonctionnelle de la haute autorité et fait de sa division une machine efficace et compétente dont les membres sont soudés autour de leur directeur. Il a créé un style élégant et synthétique, fer de lance de ce que l'on peut appeler la méthode Eury. Il a présidé de nombreux comités ou commissions, tant sur les problèmes internes à la CECA, entre les pays membres, que sur les relations avec les pays extérieurs comme la Grande-Bretagne. Aux fonctionnaires européens à la division économie, il se voit finalement refuser le poste politique qu'il méritait. Il est le seul Français à avoir travaillé à la fois sur le traité de Paris et sur le traité de Rome, ce qui indéniablement fait de lui l'un des pères de l'Europe. Alors, merci beaucoup pour cette intervention dans un domaine technique qui était moins connu. On connaît très souvent le rôle de Pierre Eury dans la déclaration Schuman et les traités de Paris et le sujet qu'ensuite va exposer mon camarade Laurent Varnouzet. On connaissait moins l'activité concrète, quotidienne, au jour le jour de Pierre Eury à Luxembourg. Je cède maintenant la parole pour la troisième intervention de cette session à Laurent Varnouzet, qui est agrégé d'histoire et qui est professeur à l'université Paris-Sorbonne. Tu as également 25-30 minutes. Ensuite, il y aura une pause bien méritée avant la session finale qui est un peu plus courte. D'accord. Je pensais que j'avais 20 minutes. On s'en va jusqu'à 25. D'accord. Non, mais voilà, j'ai mis mon chronomètre pour ne pas dépasser. Bon, en tout cas, merci beaucoup Alessandro. Merci au groupe d'études géopolitiques également pour l'organisation de ce colloque.
Je me rapproche, c'est ça? Oui. Oui. Ok, je vais tirer ça tranquillement. Voilà. Merci donc pour l'organisation de ce colloque qui comble un manque, un vide un petit peu béant, assez paradoxal, parce que c'est vrai quand on est historien de la construction européenne, on croise souvent Pierre Ury, donc on a l'impression que c'est un personnage déjà bien connu, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore de colloque comme ça, bilan et d'approfondissement sur son œuvre, donc c'est vraiment tout à fait bienvenu. Donc pour ma part, je vais m'intéresser au rôle de Pierre Ury dans le traité de Rome. C'est le traité de Rome de 57, surtout le traité du marché commun. C'est celui qui créait ce qu'on appelait à l'époque le marché commun. En fait, la communauté économique européenne, qui est l'ancêtre de notre Union européenne, et c'est un traité toujours fondamental aujourd'hui, qu'on soit pour ou contre l'Union européenne d'ailleurs, parce qu'il reste à la base des traités européens, et donc certaines de ces provisions sont encore en vigueur aujourd'hui. Alors, que dit Pierre Ury sur le traité de Rome, justement, dans ses mémoires? Il dit: pour moi, j'ai usé les circonstances pour introduire ce marché commun. Donc le marché commun, c'était le nom à l'époque de la CE. Pour introduire ce marché commun dans la résolution de Messine, ce sera le début de mon exposé, la conférence de Messine 1955, les débuts de la négociation du traité de Rome. J'ai conçu et écrit le rapport SPAC, j'ai réalisé tous les accords difficiles dans la négociation du traité de Rome. Alors, père du marché commun, pose-t-il comme question rhétorique, c'est en France qu'on commence maintenant à le reconnaître. Il arrive qu'on me présente comme l'auteur du traité de Rome, ou qu'on me demande comment j'apprécie les conséquences lointaines de ce que j'ai fait. Il y a des jours où j'ai besoin de me dire qu'il s'agit, après tout, du plus grand événement du demi-siècle. Donc on reconnaît le style inimitable de Pierre Ury, la personnalité rayonnante dont parlait Éric Roussel, dans cette assertion donc on va tester aujourd'hui donc en s'intéressant au rôle de Pierre Ury à travers notamment l'étude d'archives du fonds Pierre Ury qui est collecté à Florence dans les archives dont s'occupait Jean-Marie Paléret. Et aussi dans d'autres archives. Donc c'est un travail que j'avais entrepris pour ma thèse de doctorat qui est publiée, qui est en ligne d'ailleurs, aux éditions du Comité pour l'histoire économique et financière, dont on a eu une représentante avec Florence Descamps, qui s'appelle Le choix de la CE par la France. Donc vous trouverez des éléments sur Internet. Et puis j'ai repris à nouveau frais les archives Ury pour cette communication. Donc qui est Pierre Ury à l'époque? Donc comme on vient de le préciser, il travaille à la CECA, donc on peut se dire que c'est une position un petit peu périphérique, puisque le traité de Rome est négocié par 6 gouvernements, il n'est pas négocié par la CECA, mais évidemment Pierre Ury joue un rôle finalement central comme conseiller d'abord de Jean Monnet, donc qui à l'époque est à la CECA, puis ensuite au Comité d'action pour les États-Unis d'Europe, un rôle central aussi auprès de Paul-Henri Spaak, le ministre belge des Affaires étrangères, qui jouera un grand rôle dans la négociation, de différentes personnalités, comme on va le voir, ensuite lorsque le traité est conclu. Donc j'étudierai dans un premier temps très simplement la genèse du traité de Rome, alors des traités de Rome, mais je me concentre sur le traité de marché commun surtout. Ensuite, une fois que le traité est signé en 57, son activité de promotion, puisqu'entre 57 et 58, le traité de Rome, si j'ose dire, est signé, ratifié, mais bon, beaucoup d'incertitudes pèsent sur sa ratification. Puis dans une troisième partie, je m'intéresserai à son rôle dans les années 60, uniquement à travers le prisme de son action auprès de la Commission européenne, qui n'épuise pas évidemment toutes les dimensions de l'activité de Pierre Ury, notamment extra-européenne qu'on a évoquée ce matin. Alors la genèse donc des traités de Rome, Pierre Ury en parlait avec la relance de Messine. Qu'est-ce que c'est que la relance de Messine? C'est une conférence en fait des 6 ministres des Affaires étrangères de la CECA, dont on a parlé, qui se sont réunis en juin 1955 pour se décider à relancer la construction européenne après l'échec de la communauté européenne de défense autour de deux projets en fait, un projet de marché commun, ça donnera la CE, un projet d'intégration sectorielle, c'est ce qui ensuite donnera l'Euratom. Et en fait, là, on trouve pas mal de notes de Pierre Ury du début 55, puisqu'il réfléchit avec Jean Monnet et avec d'autres, notamment en relation avec les ministres du Benelux, au moyen de relancer la construction européenne de manière un petit peu réaliste. Bon, voilà, la CED a échoué, la communauté politique européenne aussi. On est dans un nouveau contexte aussi, par rapport au contexte dont on parlait du plan Schuman. La guerre froide reste d'actualité, mais bon, disons qu'elle
elle est un petit peu moins vive. Les États-Unis n'ont pas le même rôle aussi, ils ont un rôle beaucoup moins important puisque le plan Marshall est terminé, la guerre d'Indochine aussi, donc les Français ont plus d'autonomie. Et donc il s'agit de savoir sur quelle base relancer la construction européenne, sur quel projet économique. Et donc là on voit que Uri fait la synthèse, hein, c'est un mot qu'on retrouvera souvent, entre plusieurs projets, des projets du Benelux assez libéraux, hein, notamment le projet de Bayern de créer un marché commun, mais pas uniquement du charbon et de l'acier, un marché commun de tous les secteurs, pour créer une zone plus dynamique. Alors le terme marché commun il est important parce que c'est justement pas uniquement libéral, il ne s'agit pas simplement de créer une zone de libre-échange, donc de supprimer les obstacles aux échanges, il s'agit quand même aussi de créer des éléments d'intégration positive en termes de politique commerciale commune vers l'extérieur et puis en termes de régulation. Et puis des projets d'intégration sectorielle, notamment Jean Monnet croit beaucoup à ce qui va devenir l'Euratom, l'intégration par la coopération en matière d'énergie nucléaire civile, hein, qui était à l'époque qu'on pensait très prometteuse. Et voilà, alors on trouve différentes notes que je pourrais évoquer plus en détail, mais il me semble que Pascal Lamy en parlera peut-être un petit peu après, où en fait Uri fait une double synthèse, à la fois sur le plan économique, le projet de Monnet et le projet de Bayern, donc intégration sectorielle, intégration générale, et puis aussi pour lier intégration politique et intégration économique. Bon, il n'est pas le seul, mais il a le mérite évidemment de le faire de manière explicite dans ses notes. Intégration politique et intégration économique, c'est-à-dire qu'en gros, si on veut vraiment avoir un marché commun intégré et une coopération sectorielle, il faut des institutions supranationales, type CK, c'est ça l'idée. Alors que, et j'y reviendrai, dans 1955, il y a beaucoup de projets d'intégration européenne, ou de coopération européenne qui se présentent, qui ne sont pas tous fondés sur des institutions supranationales. L'OSCE reste l'institution de référence. Voilà, donc là c'est un premier temps. Uri en 55, juin 55, au début de la négociation, il fait partie de ceux qui, disons, créent des bases intellectuelles communes pour lancer les négociations. Alors les négociations commencent, sont un peu difficiles. Vous savez qu'au début c'était une négociation à 7. Il y avait les Britanniques qui étaient invités, et puis bon, ils partent, ils se disent que de toute façon ça ne fonctionnera jamais. Les Français sont assez réticents, même très réticents. En fait pour des raisons c'est un peu le contexte qu'a évoqué Michel, même si ça a un petit peu évolué, mais la France a des difficultés financières, des difficultés commerciales. Donc elle a du mal à se projeter dans un accord libre-échangiste. Il y a une espèce de manque de confiance dans les capacités du tissu économique français à supporter la libre concurrence internationale. Et puis il y a des réticences dans les autres pays. Du côté allemand, Adenauer est plutôt favorable, mais quelqu'un comme Ludwig Erhard, par exemple, est assez réticent aussi envers ces projets européens qu'il estime, lui, au contraire, trop dirigistes. Donc voilà, donc les négociations sont pas évidentes. Et c'est là qu'on retrouve le rôle crucial de Paul-Henri Spaak, le ministre belge des Affaires étrangères, qui va rédiger une synthèse, ce qu'il lui interprète comme la synthèse des négociations, en avril 56, ce qui était déjà un coup de force, parce que là on voit dans les mémoires de Pierre Uri que c'était pas forcément évident que Paul-Henri Spaak fasse appel à des experts extérieurs pour rédiger une synthèse, puisque son collègue, le baron Snow et Doppurs, préférait que ce soit les chefs de délégation, donc que ce soit les représentants des États finalement qui fassent la synthèse. Et donc Spaak obtient, alors que lui-même est un homme politique belge, de s'appuyer sur des experts extérieurs pour rédiger sa synthèse. Donc ce sera essentiellement, là les témoignages convergent, ce sera essentiellement Pierre Uri et Hans von der Groben, Hans von der Groben qui est aussi un personnage important, qui lui était haut fonctionnaire à l'époque au ministère allemand de l'économie, donc en théorie proche d'Erhard, mais en fait il était plutôt sur la ligne Adenauer, Hallstein, plutôt pro-européenne, mais plus libéral dans ses réflexions que les Français. Enfin, comme disait Michel, tous les Français étaient de gauche. Là, disons, c'était l'idéologie dominante. En Allemagne, c'était plutôt le libéralisme, évidemment, pour des raisons historiques évidentes, qui était disons le soubassement idéologique dominant. Et donc ces personnages se réunissent et donc effectivement Uri et von der Groben, donc Uri en parle, dans ses mémoires il dit que von der Groben était surtout intéressé par le marché commun, qui rédige ce rapport. Et alors ce rapport il est important, le rapport Spaak, parce que finalement il crée une base
qui va être ensuite reprise et qui va assez largement inspirer le traité de Rome. Donc, alors, le rapport SPAC, c'est pas le traité de Rome n'est pas le copier-coller du rapport SPAC, il y a des différences, notamment le traité de Rome est un peu moins supranational, et le rapport SPAC insistait beaucoup plus sur les coopérations sectorielles, hein, par exemple, alors, le nucléaire, mais on parle aussi de coopération postale, dans les transports, enfin voilà, c'était une idée à l'époque qu'il fallait faire des communautés sectorielles dans un certain nombre de domaines, ça paraît logique d'ailleurs, hein, qui étaient très régulés par l'État, pourquoi ne pas faire l'Europe par une coopération sectorielle. Et donc ce rapport SPAC, il introduit au sommet, puisqu'ensuite il va servir de base de négociation pour les 6, ces idées qu'on a déjà vues, donc le lien entre intégration politique et intégration économique. Il y a peu de choses dans les institutions dans le rapport SPAC, mais il reprend en gros le modèle des institutions de la CECA, en un peu moins supranational, parce que le Conseil des ministres a plus de poids, mais globalement le rapport SPAC dit qu'il faut reprendre la Cour de justice et l'Assemblée parlementaire de la CECA, créer une commission européenne qui s'apparente un petit peu à la haute autorité, mais en un peu moins puissante, et puis un Conseil des ministres. Donc c'est les institutions qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça c'est dans les aspects institutionnels, et puis dans l'aspect économique, on a une synthèse, encore une fois, entre un aspect, une base libérale, hein, il s'agit de créer un marché commun, une union douanière. Alors le modèle explicite, d'ailleurs il y a plusieurs modèles explicites, hein, c'était l'époque de ce qu'on appelait les grands ensembles. Hein, on estimait que pour être productif, pour être efficace, il fallait avoir un grand marché. Alors, le modèle évidemment auquel on pense, c'est les États-Unis. Mais en fait, le rapport SPAC parle des États-Unis, mais aussi de l'URSS. Et quand on voit les actualités françaises de l'époque, au moment de la négociation sur le marché commun, de la ratification, on vous présente explicitement les deux comme modèle en fait. On vous dit voilà, les États-Unis ont un grand marché, donc on vous présente les grands supermarchés américains, d'abondance de produits, donc voilà, ils sont plus efficaces, mais on vous présente aussi l'URSS, et là on vous montre des grands combinats sidérurgiques, et donc du coup, bon voilà, c'est une autre époque, mais l'idée c'est que, voilà, à la limite, quel que soit le système économique, un grand ensemble est plus efficace qu'un petit. Et on retrouve ça aussi dans les notes de Uri, qui cite parfois aussi le Commonwealth, bon pourtant pas tellement d'unité, mais voilà, c'est l'idée que pour peser dans le monde, sur le plan géopolitique, mais aussi pour être efficace sur le plan économique, il faut une grande unité. Et d'ailleurs, on retrouve aussi l'idée, je crois que c'était toi et Michel qui en avez parlé, du fait qu'il n'y a pas forcément d'opposition entre planification et libéralisation. Enfin, tout dépend de la manière en fait, dont on organise les choses, tout dépend dans la manière dont on régule les marchés. Et donc, voilà, on a donc, dans le rapport SPAC, ça je ne vais pas ensuite citer sur les détails, mais c'est marché commun, libéralisation, mise en commun de certaines législations pour avoir une régulation commune, et puis des éléments aussi un peu plus spécifiques qui intéressent la France. La France voulait quelques harmonisations sociales, la régulation de la concurrence, on en a parlé, compensation des déséquilibres, bon ça c'est pour la France et pour l'Italie. Voilà, donc Uri participe à cette synthèse, habilement sollicité par SPAC, qui sert ensuite de base de négociation aux 6 ministres des Affaires étrangères. Et donc après il y a une deuxième phase, les 6 ministres se réunissent et ils aboutissent au traité de Rome, après là encore un certain nombre de vicissitudes, de crise de Suez, etc. etc. Donc deuxième temps, le traité de Rome. Le traité de Rome, donc du 25 mars 57, qui est adopté, qui crée la CE. Alors si on prend une chronologie juste événementielle, a priori pas de problème, traité de Rome signé en mars 57, ratifié dans tous les pays, y compris en France, donc pas de problème par rapport à la CED, et appliqué à partir du 1er janvier 58 pour les institutions qui sont créées, la Commission européenne, et 59 pour les accords économiques, c'est-à-dire pour les premières mesures de libération des échanges. Bon, le problème c'est que quand on se replace à l'époque, il y avait beaucoup plus d'incertitudes. Hein. D'abord parce que la France était en crise, et là de plus en plus profonde, y compris politique, à cause de la guerre d'Algérie, donc on doutait de la capacité de la France de pouvoir appliquer le traité. Or, si la France n'appliquait pas le traité, c'est-à-dire en gros n'ouvrait pas progressivement son marché à ses concurrents de la CE, alors c'était une ouverture très progressive, mais bon, là la France était même revenue en arrière sur l'ouverture précédente auquel elle avait consenti. Bon, si la France n'ouvrait pas son marché, le risque c'était que les autres pays de la CE s'éloignent du marché commun, hein, notamment que Erhard l'emporte sur Adenauer, si vous voulez, en Allemagne, et que finalement le marché commun soit juste un traité européen parmi d'autres,
qui irait dans le cimetière des projets avortés, et que d'autres institutions européennes ou même mondiales, hein, le GATT dont on a parlé par exemple, prendraient l'ascendant sur la CE. Les Britanniques d'ailleurs avaient un projet alternatif qui était la zone de libre-échange, hein, qui était proposé, négocié au plus haut sommet, donc il aurait très bien pu s'imposer. Bon, donc du coup, les gens comme Uri, qui cherchent à promouvoir le traité de Rome, ont vraiment un rôle important, pas simplement en interne pour convaincre de la ratification, qui était le grand sujet par rapport à la CED, mais aussi dans un contexte européen où le traité de Rome, la CE, ne s'impose pas naturellement comme organisation de référence. Et là, donc j'irai assez vite, juste évoquer le rôle auprès déjà de Jean Monnet, pour convaincre Jean Monnet de l'intérêt du marché commun. C'est pas que Jean Monnet n'était pas intéressé, mais bon, il privilégiait l'Euratom, hein, donc là on a plusieurs témoignages sur le rôle le témoignage de Jean Monnet lui-même d'ailleurs, qui le dit, hein, que c'est Pierre Uri qui, avec d'autres, l'a convaincu de l'intérêt du marché commun. Peut-être moins connu son rôle auprès de Pierre Mendès France, là qu'on trouve dans sa correspondance. Bon, je ne dis pas qu'il est le seul à avoir convaincu Pierre Mendès France, hein, c'est aussi l'évolution des circonstances, mais Mendès France en janvier 58 était plutôt hostile au marché commun. Pour des raisons, bon, déjà politiques, lui il voulait préférer faire l'Europe avec la Grande-Bretagne, et pour des raisons économiques. Il pensait que la France, voilà, mais comme beaucoup, hein, n'était pas capable de supporter un traité aussi libéral. Et puis finalement, Mendès France évolue, hein, vers un soutien finalement fin 58 au marché commun, sous la pression de plusieurs dynamiques, notamment ce dont j'ai parlé, sans doute le traité de zone de libre-échange britannique, qui apparaît finalement, qui en creux montre l'intérêt du traité de Rome, qui finalement, puisque le traité de Rome c'est à la fois la libéralisation, mais aussi des clauses de régulation, d'harmonisation, les clauses sur l'agriculture effectivement, évidemment, et puis les clauses sur les territoires d'outre-mer qui intéressent la France. Donc ces avantages apparaissent finalement de plus en plus à la lumière de l'alternative de la zone de libre-échange. Donc là on a toute une correspondance, sur laquelle je pourrais revenir, hein, entre Pierre Uri et Pierre Mendès France, voilà, où Uri revient sur l'intérêt du traité de Rome pour la France, les concessions économiques spécifiques que la France a obtenues. Donc, là, je ne dis pas que c'est Pierre Uri qui a convaincu Pierre Mendès France, qui avait évidemment une très grande compétence économique, qui était capable de forger lui-même son opinion, mais bon, disons on voit bien qu'il a participé sans doute avec d'autres à l'évolution de ces réflexions. Donc Monnet, Mendès France, et puis troisième personnage, c'est un peu moins connu, c'est Olivier Wormser. Olivier Wormser, c'était un diplomate en fait du Quai d'Orsay, chargé des affaires économiques, et qui donc à ce titre était l'un des diplomates qui gérait, des diplomates disons principaux qui géraient les questions européennes, bon, qui étaient assez sceptiques envers le traité de Rome, comme beaucoup, hein, c'est pas non plus c'était la position assez majoritaire dans l'administration française, et qui évolue en fait, hein, au cours en 57-58. En 58, il acquiert un rôle assez considérable parce qu'en fait, il est proche de Couve de Murville, donc quand De Gaulle revient au pouvoir, il devient vraiment sans changer de position, en fait, il devient vraiment le diplomate un des plus importants sur les questions européennes. Et on voit bien aussi, il y a toute une correspondance aussi avec Uri. Alors là, moins sur le traité de Rome que sur la zone de libre-échange. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a l'impression que Wormser et d'autres au départ différenciaient pas vraiment CE et zone de libre-échange, enfin il est différencié, mais disons ils étaient un peu sceptiques envers les deux, sans véritablement d'enthousiasme, hein, ni pour l'une ni pour l'autre. Et là Uri montre le danger de la zone de libre-échange, hein. Il dit dans une note, au moment où vont se mettre en place les institutions de la communauté, donc là il écrit en juillet 57, juste après la ratification, rien ne serait plus dommageable que de contredire, parce qu'il serait accepté dans un autre cadre, les principes fondamentaux sur lesquels les six se sont mis d'accord. Donc le risque, c'est que si la zone se met en place, la CE soit un petit peu vidée de sa substance. Et il continue, je cite juste une phrase, mais qui pourrait peut-être presque s'appliquer aujourd'hui. Il y a un équilibre entre l'élimination des obstacles aux échanges, les règles de concurrence, voilà, les dispositifs d'harmonisation, de coordination, hein, je synthétise. Et donc on ne peut à la fois refuser ces éléments et s'étonner de ne pas bénéficier au même degré que les six de la suppression des obstacles aux échanges. Donc c'est un petit peu la problématique qu'on a eue par exemple dans le Brexit, c'est-à-dire que si vous voulez accéder au marché unique, il faut accepter les disciplines du marché unique. Donc là on est un petit peu dans cette vous voyez, cette vision organique, quoi, disons, d'une communauté où il faut accepter tous les éléments. Voilà, donc là il y a toute une correspondance entre Uri
et Wormser. Donc ça c'était le deuxième temps, la promotion du traité de Rome en 57-58, dans une période d'incertitude. Et puis le dernier temps, c'est Uri, qui participe aussi à la mise en œuvre de la CE. Donc là, je serai peut-être plus rapide. On a l'impression que Pierre-Uri aurait bien aimé être commissaire européen, c'est ce qu'il laisse transparaître dans ses mémoires. Bon, c'est Robert Marjolin qui est nommé commissaire. Enfin, il y avait Robert Marjolin qui était une personnalité proche de Monnet, économiste aussi, et qui était au cabinet de Christian Pinault, en fait, donc qui était vraiment le ministre des Affaires étrangères, donc qui avait qui avait vraiment un rôle considérable à Paris. Puis le deuxième, c'était Robert Leménian, qui était plus un représentant du patronat. Mais voilà, donc Uri n'est pas nommé, mais il est très proche de Marjolin. C'est l'équipe du plan, de diverses institutions européennes. Bon, Marjolin n'était pas à la CK, il était à l'OECE. Et Marjolin le nomme expert, en fait, à la commission. Il est nommé conseiller économique de Marjolin en 58, avec d'autres, notamment Robert Triffin, dont on parlera, un économiste belgo-américain. Uri est employé. Alors, à la fois, c'est intéressant par Marjolin, là je synthétise un petit peu, par Marjolin d'un côté, à la commission à Bruxelles, donc je dirais dans une structure internationale, et aussi par le comité d'action des États-Unis d'Europe de Jean Monnet pour diverses réflexions qu'on peut, je synthétise, qu'on peut regrouper en deux éléments. Il y a des réflexions d'une part sur le rapprochement des politiques économiques. Donc là, Marjolin avait un projet de planification européenne qu'il a appelé finalement programmation, parce que le mot planification faisait peur, notamment à nos voisins allemands. Et donc là, Marjolin s'appuie plusieurs fois sur Uri comme rédacteur de rapports de synthèse sur lesquels il espère provoquer un débat politique. Bon, c'est un échec, la planification européenne, mais bon, le fait est que ça a quand même mobilisé les énergies. Et l'autre élément, ce sont des projets là plus, alors disons d'union monétaire, ce serait exagéré, mais des projets de coordination des politiques monétaires des États membres, pas tellement pour créer une monnaie unique, mais plutôt pour développer des procédures d'assistance en cas de crise financière, notamment de crise des balances des paiements, puisque le problème c'était notamment la France en 57-58, mais d'autres pays pouvaient aussi avoir des crises. En 51-52, l'Allemagne aussi avait eu des difficultés, donc ça paraissait être quelque chose d'assez récurrent. Donc l'idée c'était d'Uri, de Triffin. Alors Triffin c'était aussi en relation avec les problèmes du système monétaire international, puisque Triffin critiquait beaucoup Triffin avait une vision assez critique des équilibres du système monétaire international. Et puis donc voilà, Uri, Marjolin, Triffin, des réflexions autour de la nécessité de structurer la coopération monétaire européenne. Alors, ça non plus, ça n'a pas marché à court terme, mais bon, ça pose les bases, les jalons d'un débat qui s'est poursuivi, comme vous le savez, par la suite. Voilà, donc pour conclure, Uri comme synthétiseur, mais aussi comme passeur et comme promoteur du marché commun, passeur et promoteur du marché commun auprès de personnalités finalement assez diverses, Monnet, Mendès France, Wormser, des gens qui n'étaient pas forcément dans les mêmes, qui n'appartenaient pas forcément au même cercle, et surtout synthétiseur. Donc évidemment, on a l'impression que Pierre Uri complète par sa puissance intellectuelle, mise au service du dépassement des contradictions entre les six, l'action des grands négociateurs que sont donc Monnet ou Spaak. Ils forment un couple indispensable, l'un n'est rien sans l'autre. Alors ça se voit à Messine, dans le rapport Spaak et dans tous ceux qui préfigurent des réflexions stimulantes sur le rapprochement des politiques économiques et monétaires. Ce sont des travaux qui sont marqués par une conception exigeante, ambitieuse et surtout intégrée de la construction européenne, et c'est sans doute un des éléments qui explique d'ailleurs la pérennité du traité de Rome, alors que, j'ai essayé d'insister là-dessus, sa pérennité, son succès était loin d'être garanti au début. Au contraire, on a eu une certaine fécondité du traité de Rome, qui, tel que l'a voulu Uri, ou tel que l'ont voulu Uri et d'autres, n'était pas un accord spécifique, un accord de circonstance, mais bien un engagement dynamique qui s'appuie sur une architecture organique, structurée, un cadre évolutif, comme donc l'avait conçu Uri et d'autres à partir du rapport Spaak. Et c'est sans doute
cette synthèse ambitieuse et dynamique qui demeure l'un des éléments aujourd'hui les plus vivants de sa postérité intellectuelle. Voilà, je vous remercie. Alors, merci beaucoup à Laurent Varlouzet. Nous avons un peu de temps pour les questions, parce que ne vous fiez pas seulement au programme. La dernière session compte 2 intervenants éminents. Le dernier vient d'ailleurs d'arriver. Mais comme il n'y a que 2 personnes à la table, nous avons un peu de temps pour les questions avant la pause. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Éric Roussel. Oui, j'aurais voulu revenir sur ce que Laurent Varlouzet a dit à propos de l'influence éventuelle de Pierre Ury sur Pierre Mendès France. Il me semble que dans le... J'ai fait allusion d'ailleurs, il me semble, il y a eu un grand débat parlementaire pour la question du vigueur du marché commun, et on peut dire que de mémoire, ce débat parlementaire a été dominé par 2 interventions, celle de Pierre Mendès France, qui, comme tu l'as dit, exprimait de fortes réticences avec l'idée que la France n'était pas prête et que c'était ça au fond de sa pensée. Et puis en regard, qui lui répond explicitement, il y a l'intervention du jeune Valéry Giscard d'Estaing qui a été élu en 1956 et qui lui dit qu'il faut, il examine des situations, il dit qu'il faut, qu'il est prêt lui en tout cas à assumer le risque en quelque sorte. Alors c'est vrai qu'il y a eu une évolution de Pierre Mendès France. On trouve une trace d'ailleurs dans les entretiens qu'il a eu avec Jean Botarel, qui a été publié, j'ai plus le titre en mémoire. Et il y a même dans les archives, puisque j'ai été président de l'Institut Mendès France, il y a un livre qui n'a jamais été publié. Il me semble qu'il y a un manuscrit qui doit se trouver dans l'archive de Pierre Mendès France, qui est un livre qu'il a fait en collaboration avec Jacques de Follin, qui avait été à son cabinet, qui avait été aussi le collaborateur de Schumann. Et c'est un livre, enfin un manuscrit qui n'a jamais été publié, mais qui montre une évolution, effectivement, dans le sens pro-européen, disons. Mais ce que je m'interroge simplement sur le fait, par rapport à cette intervention au Parlement, comment s'est traduit dans l'immédiat l'adhésion dont tu parles? Si je peux poser une question complémentaire à celle d'Éric Roussel, Michel ce matin parlait justement du fait que le Pierre Ury de 1946 est un Pierre Ury qui intégrait bien sûr les colonies dans la comptabilité nationale française, comme il se devait, hein, comme tout le monde à l'époque. L'une des autres questions qui pose problème justement pour le traité de Rome, c'est justement la question des territoires d'outre-mer. Et je voulais savoir justement dans cette correspondance avec Mendès France, si entre-temps les positions de Pierre Ury avaient, je ne dis pas évolué, mais en tout cas, quelle était son appréciation quitte à l'égard du problème notamment de l'Algérie et des autres territoires d'outre-mer. Je réponds. Je réponds alors? Oui. D'accord. Donc merci pour les 2 questions. Il y en aura d'autres. Hein. C'est pas la même, d'accord. Oui, donc j'avais des développements un peu longs sur Mendès France. Donc il y a toute une correspondance qui commence en fait en réalité après un premier discours en janvier 57, parce que Mollet avait déjà voulait préparer un petit peu la ratification, donc avait déjà convoqué un débat avant même la négociation, la conclusion du traité de Rome, pour informer le Parlement des grandes lignes du traité. Et donc Mendès France développe tout son argumentaire. Et donc la correspondance qu'on voit, c'est surtout justement sur les clauses économiques du traité de Rome. Bon, Mendès France évidemment est un grand expert aussi des aspects économique, donc c'est sur ça que ça porte. Et là, en fait, l'idée, il y a une évolution, effectivement, et donc à l'été, lorsqu'il y a le débat de ratification, Ury ensuite écrit à Pierre Mendès France. Alors Pierre Mendès France concède quelques points à Ury, mais il estime que de toute façon la France ne pourra jamais appliquer le traité. Donc à la limite, même si de toute façon, quel que soit le jugement de fond, c'est un traité inapplicable. Et donc bon, il partageait le jugement de beaucoup d'experts à l'époque. Hein. C'était pas spécifique à Pierre Mendès France, mais bon, c'était et c'est ça c'est un des éléments qui l'amène à évoluer. Et donc il évoque les colonies pour répondre à Alessandro.
Et lui, il évoque surtout à l'époque ce qu'il estimait être une charge, en fait, la charge des colonies françaises. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un double discours sur les colonies, parce qu'il avait évoqué les colonies comme attrait en termes de marché pour les Allemands, mais bon, en 1957, les Allemands sont plutôt critiques de l'association des territoires d'outre-mer au marché commun. C'est plus une concession à la France, parce qu'ils n'ont pas l'impression que ça représente un marché extraordinairement solvable. Et par contre, comme ils sont plutôt hostiles au colonialisme, bon, ils n'ont pas envie d'être associés, notamment en pleine guerre d'Algérie, à un combat qu'ils estiment quelque peu suranné. Donc du coup là c'est plutôt la thématique des charges coloniales, mais évidemment on est dans le cadre de la guerre d'Algérie que cette politique émerge, même si en fait l'Algérie ne faisait pas partie de ces pays territoires d'outre-mer, parce que c'était un département français. Mais disons que dans le raisonnement économique de Mendès France, il y avait cette idée du financement du développement économique de ce qu'on appelait à l'époque les pays territoires d'outre-mer. Et donc pour Mendès France, voilà, le traité de marché commun, ça allait être un handicap. Et donc Uri essaie de lui montrer que par les concessions obtenues, notamment ce qu'on appelle le FED, le Fonds européen de développement, dont Guillaume Igani d'ailleurs qui apparaît ce matin est une spécialiste, et bien finalement l'accord in fine est financièrement avantageux pour la France. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres interventions? Alors Philippe Herzog et ensuite Frédéric Kestrin et Michel Margueraz. Je vais prendre les trois questions en même temps. J'ai peut-être une nuance ou alors, en tout cas je lève une question de fond. Je crois que c'est pas la contradiction qui peut exister entre une logique de marché, même réglementée, et la mise en place de coopération sectorielle. Je ne suis pas certain que le micro soit allumé. Ce serait dommage de perdre pour les actes. Voilà. Oui, donc je crois que c'est une question importante. Quand même, vous pourriez apporter plus de précision, ou alors c'est un petit désaccord. J'espère que non. C'est très difficile d'avoir une conciliation des deux points de vue, logique de marché, même réglementée, qui éventuellement, ultérieurement, permettra aux Anglais de rentrer quand la zone de libre-échange aura échoué. Donc logique de marché même réglementée est en contradiction avec la mise en place de coopérations sectorielles qui sont des éléments quasiment de politique industrielle. Parce que la CECA doit gérer aussi, et il a échoué, des problèmes de restructuration et peut-être d'investissement dans les domaines concernés. Et c'est ça des coopérations industrielles. Et je crois que c'est une contradiction lourde. Et moi, j'aimerais bien... Une seconde. Et ça me fait une liaison avec Jean Monnet. très bien. Et cette question peut expliquer les réticences de Jean Monnet. D'ailleurs, il faut lire le livre de l'assistant britannique, dont j'ai oublié le nom, qui est publié à Lausanne. Non, c'est l'autre. Il y en avait deux. C'est l'autre dont c'est les Charmaines, qui a publié à Lausanne sur Jean Monnet. Et lui, il insiste beaucoup sur le fait que Jean Monnet, il a mis en commun pendant les deux guerres mondiales, et c'est ça qui a fait sa renommée internationale, il a mis en commun des flottes maritimes entre la France et la Grande-Bretagne, ensuite des flottes aériennes, toujours avec un soutien américain qui eux étaient les producteurs d'ailleurs, et aussi pour les approvisionnements, donc des questions clés pendant la guerre qui supposaient beaucoup plus que des logiques de marché, mais carrément des mises en commun avec des coopérations administratives très fortes. Et Jean Monnet, il avait envie de continuer, si j'ai bien compris, d'ailleurs, effectivement, pourquoi Euratom? Moi, j'aurais espéré que Jean Monnet gagne à l'époque, parce que Euratom n'était que l'embryon de quelque chose qui aurait été une politique industrielle, énergétique, et il avait envie de faire les transports. Et donc on aurait une ambition beaucoup plus forte, et ça n'étonne pas qu'il était réticent à s'arrêter à un marché, même fut-il réglementé. Est-ce que je me trompe dans l'analyse? On va prendre deux autres questions, Frédéric Kestrin, et ensuite Michel Margueraz, ensuite on fera notre tour. Merci. Je ne sais pas si on m'entend. C'est une question également pour Laurent. Tu as fait part des doutes très importants sur la mise en place du traité de Rome au cours de l'année 1958. Et tu dis qu'au début de l'année 58, il y a quand même beaucoup de doutes. À la fin de l'année 58, un certain nombre de ces doutes sont levés. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est peut-être
c'est une hypothèse que je fais, le retour au pouvoir du général de Gaulle et le plan de stabilisation financière qu'il a mis en place, qui se traduit aussi par exemple, une baisse extrêmement sensible des réductions quantitatives aux échanges à l'automne 1958. Alors, comment Pierre Ury a-t-il analysé ce retour du général de Gaulle, ce plan de stabilisation, le plan qu'on appelle REF-Pinet, et est-ce qu'il en a éventuellement remercié ou en tout cas crédité le général de Gaulle? Voilà. Merci. Oui, ma question, en fait, porte sur les deux questions. Ça rejoint les deux questions. Mais bon, il y en a une qui peut apparaître comme étant désinvolte, parce qu'elle va être un peu rough. Mais au fond, pour vous trois, on voit bien qu'il y a à chaque fois une association, chez Pierre Ury, mais dans son entourage, entre des règles du marché qu'on accepte, des formes de coopération, de régulation, etc. Sauf que la dissymétrie est toujours dans le même sens et va continuer. C'est-à-dire que, au fond, les formes de régulation sont toujours soit étalées, soit minimes, soit conditionnelles, soit etc. Et c'est quand même des sources de déception. Il n'y a jamais chez Pierre Ury une remarque à ce sujet, sur la longue durée. Est-ce qu'on n'a pas, à la CK, parce qu'à la CK, il y a quand même des problèmes de restructuration qui n'ont pas été véritablement réglés, c'est pour vous aussi, dans l'application de la CK, et pour le traité de Rome, effectivement, tout ce qui était... Quand on lit le traité de Rome aujourd'hui, quand même, il y a énormément de choses qui ne figurent pas dans la suite, hein, donc, qui, au fond, annoncent. Voilà. Ça, c'est donc la question qui complète éventuellement ce que dit Philippe, mais peut-être de façon un peu plus brutale, même si je n'ai pas l'intention d'être brutale. La deuxième, c'est, en rapport avec ce que dit Frédéric, dans la promotion, tu nous as évoqué Mendes. Moi, je dirais tout de suite, parce que je ne l'ai pas dit ce matin, pour Mendes, il faut moderniser avant d'ouvrir. Alors que pour Ury, ouvrir permet de moderniser. Oui. Et je pense que, bon, c'est schématique, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Ils ne le mettent pas dans le même ordre. Et Jean Monnet, mais c'était en 48, 49, était d'accord pour dire on modernise avant d'ouvrir. Lui. Et c'était sur cette base-là qu'il a obtenu le consensus. Non, la question c'est, est-ce qu'il n'y a pas la promotion auprès des gens de Gaulle? Est-ce qu'il a contacté de l'entourage? Parce que quand même, De Gaulle avait un rôle très important pour accepter la baisse des contingentements auprès de l'OSCE et de respecter. Donc en fait, il revient, mais il accepte totalement l'idée qu'en 1959, la France va respecter les engagements de cette maudite 4e République, mais dont on respecte quand même les promesses. Je vais peut-être donner la parole en particulier à Laurent Varouzet avant de reprendre d'autres questions. Oui, je crois qu'il y avait des questions pour tous, mais... Oui, j'ai dit sur tous. Oui. Donc les autres aussi. Oui, non, bon, il y a les deux éléments. Bon, d'une part, contradiction entre marché et intégration sectorielle. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on l'aperçoit. À l'époque, peut-être qu'elle n'était pas aussi perçue que cela, parce que c'était pas non plus illogique. À l'époque, on différenciait beaucoup, notamment à la planification, les secteurs exposés des secteurs non exposés, en fait. Et l'État avait un rôle considérable dans un certain nombre de secteurs, soit par les nationalisations, soit même dans les autres pays où il n'y avait pas d'entreprises nationalisées, par des régulations très strictes, par le contrôle du crédit aussi. Donc finalement, à l'époque, c'était pas illogique de prévoir un marché libre dans certains secteurs et une coopération établie dans des secteurs comme le charbon, l'acier, l'énergie atomique. Et puis j'ai cité le transport, et il y avait les télécommunications, les postes aussi dans le rapport SPAC, et puis l'agriculture. Alors l'agriculture, c'est un secteur d'entreprise privée, mais avec des régulations étatiques extrêmement fortes dans tous les pays. Donc effectivement, ça s'est pas fait, mais c'est pas pour ça qu'il n'y avait pas de cohésion intellectuelle, de cohérence intellectuelle à l'époque.
Et je pense qu'il y a eu une évolution aussi quand même entre les 48-49, parce qu'en 49 il y avait la conférence de Westminster aussi, où on prévoyait, du mouvement européen, où on prévoyait aussi une reconstruction avec une intégration européenne sectorielle systématique dans différents secteurs. Bon, donc ça s'est pas fait, je pense qu'il y avait une évolution des mentalités, une évolution du contexte macroéconomique, sur laquelle je vais revenir juste après, avec notamment De Gaulle et le plan REF, qui font que, effectivement, le côté marché régulé l'a emporté sur l'intégration sectorielle. Je pense qu'il y a aussi peut-être une certaine déception envers l'intégration sectorielle. Donc l'ACK, ça a bien fonctionné, mais bon, comme ça a été évoqué par Jean-Marie Paléré, la politique de la concurrence a été difficile à appliquer, et puis les clauses de politique industrielle de l'ACK, qui étaient très ambitieuses, n'ont pas vraiment été mises en œuvre. Donc du coup, c'est ça. Et le deuxième élément d'intégration sectorielle, c'est la PAC. Mais bon, assez vite, même dès les années 70, on trouve des critiques de la PAC, y compris en France, hein, mais qui n'étaient pas forcément publiques, sur le coût de la PAC, sur le fait qu'elle encourage à la surproduction. Donc du coup, voilà, on n'avait pas trouvé la solution d'établir des intégrations. Pardon ? Le plan Monsolt, oui, de 68, oui, mais qui n'a pas été appliqué, qui visait... Mais qui visait effectivement, le plan Monsolt, effectivement, c'était une politique industrielle pour l'agriculture, c'est une politique des structures, mais ça n'a pas été appliqué, donc on a fait une régulation uniquement par les prix, qui finalement a suscité beaucoup de critiques, et je le dis, y compris en France, dans les années 70, dès les années 70. Donc, voilà, effectivement, donc, mais ça c'est a posteriori. Je pense que, voilà, il y avait une certaine cohérence intellectuelle qu'on peut reconstituer. Mais effectivement, il y a peut-être un décalage il y avait peut-être un décalage chez Jean Monnet. Non, mais tout à fait, vous avez tout à fait raison avec ces histoires de coopération. Alors, Jean Monnet, il a aussi participé à des opérations de stabilisation monétaire dans les années 20 qui ne suivaient pas forcément une logique dirigiste. Je pense que c'était quelqu'un d'assez pragmatique. Hein. Je ne sais pas s'il avait véritablement... puis ça dépendait beaucoup des circonstances et des pays. Bon, donc là je répondrai sur... Voilà, mais juste pour dire que sur le plan historique, voilà, moi je reconstitue la cohérence de penser à une certaine époque, mais ce qui n'interdit pas évidemment d'identifier leurs contradictions a posteriori. Alors sur De Gaulle, j'en ai pas parlé, le plan REF, parce que bon, j'ai un gros chapitre dans ma thèse, Olivier Favortag en a parlé avant moi, on est nombreux effectivement à avoir étudié le plan REF, mais effectivement il faut souligner le rôle considérable de Gaulle, hein. Je ne l'ai pas évoqué, j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Effectivement, ce qui lève les incertitudes, c'est que De Gaulle revient au pouvoir, donc restaure déjà l'autorité républicaine, hein, notamment auprès de l'armée. Et puis avec ce plan REF, c'est un plan d'austérité, c'est un plan aussi d'ouverture des échanges, hein, énorme, hein, c'est ça qui compte beaucoup. Et enfin, c'est un des éléments, hein, mais je veux dire, c'est ça qui est peut-être sous-estimé quand on parle de Gaulle aujourd'hui. Et Uri a été auditionné par le comité REF, et il défend effectivement ce lien entre mesures internes et mesures externes. C'est-à-dire qu'Uri dit, voilà, il ne faut pas juste diminuer les dépenses, il faut aussi ouvrir vers l'extérieur, parce que c'est un élément de dynamisme et de compétitivité. Et donc dans le débat sur moderniser avant d'ouvrir ou après, De Gaulle en tout cas, lui, il est clairement dans le j'ose pas dire le en même temps, mais disons, il est clairement dans la nécessité d'ouvrir pour dynamiser. Enfin, c'est ce que dit très clairement De Gaulle, alors dans ses mémoires, mais aussi dans les quelques documents qu'on a de l'époque de 58. Pour lui, De Gaulle, le patronat français est encrouté, vit de rentes de situation protectionnistes et de marchés coloniaux protégés, et la libéralisation, mais une libéralisation progressive. On était dans un contexte très protectionniste. Donc quand De Gaulle se veut libre-échangiste, c'est pas du tout dans le contexte actuel, c'est à partir d'une France très protégée. Pour lui, De Gaulle, la libéralisation des échanges, voilà, ça peut permettre de donner un coup de fouet au patronat français et de lutter aussi contre l'inflation. Mais encore une fois, en partant d'une base très protectionniste et dans un cadre, la CE, pour lui qu'il appelait un traité de commerce, qui offrait des garanties à la France de contrôle. Donc voilà, effectivement, j'aurais pu parler un petit peu plus du riz parce qu'il a été auditionné par le comité REF, et son action de promotion auprès de Wormser est quand même non négligeable, parce que Wormser, c'est le premier collaborateur de Couve de Murville quand même, vraiment sur le plan européen. Donc et un proche de REF aussi, oui, effectivement. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai trouvé, c'est l'action auprès de Wormser dans les archives. Et puis c'est vrai,
Je pourrais le mettre dans la version écrite, ces aspects. Alors là, à l'époque, il était directeur des affaires économiques au Quai d'Orsay et à ce titre chargé de suivre les questions européennes. Mais sous Mollet, il était, on va dire, un diplomate parmi d'autres, sous Mollet, sous Borges Monory, sous Félix Gaillard. Et bon, quand De Gaulle arrive au pouvoir, ça devient vraiment, disons, l'éminence grise de... Enfin, on le voit bien, De Gaulle, je crois, dès tout début de juillet 58, convoque un conseil restreint sur ça, où il dit, voilà, bon, finalement, on va respecter ce qu'il appelle un traité de commerce, à la surprise d'ailleurs de certains observateurs. Et il y a Wormser qui fait partie du petit nombre de personnes concernées. Donc voilà, c'est une action un peu de promoteur vraiment sur les aspects économiques. Je donne également la réponse, la parole à Jean-Marie Paléret. Oui, alors moi je suis plutôt candide dans cette affaire, je ne suis pas un historien de l'économie, vraiment je n'ai pas cette prétention, mais je voudrais, en ce qui concerne la perspective d'Uri qui préfère élargir avant de moderniser, c'est quelque chose qui se voit très bien dans le débat de ratification lorsqu'il est opposé à des députés, notamment indépendants, qui représentent plus ou moins les intérêts de la grande sidérurgie au Parlement. Il explique très bien que finalement, le fait d'avoir un marché cloisonné, comme il l'appelle, finalement ne permet pas aux entreprises, aux sidérurgies françaises les plus modernes, comme la Solac ou Usinor, par exemple, qui ont pourtant des trains des trains de la Minoire extrêmement modernes, plus modernes que ceux dont disposent les Allemands à l'époque, ils sont incapables d'écouler leur production sur le marché français. Donc rien ne sert de moderniser si vous n'avez pas de débouchés. Et donc ça, c'est un des traits que j'ai vu, disons, dans cette affaire. Pour le reste, il y a une chose assez intéressante que je voudrais signaler en ce qui concerne la question de l'intégration sectorielle, etc. C'est un article assez amusant de Pierre Ury qui est paru donc, le 9 avril 1952, ce que pourrait être la communauté en 1962. Il écrit ça en 1952, c'est-à-dire qu'il prévoit en quelque sorte l'avenir. Et il parle, c'est quelque chose qui paraît évident, c'est que dans sa conception, l'intégration du charbon et de l'acier ne peut pas être un but en soi, mais seulement les prémices d'autres intégrations sectorielles ouvrant la voie vers un marché commun général. Il s'est rendu compte, dès la négociation du marché commun, et notamment sur la question des salaires, que ça ne pouvait pas fonctionner, qu'il ne pouvait pas trouver des solutions constructives, en quelque sorte, en se limitant à deux produits de l'industrie lourde. Et même à un moment, Jean Monnet lui aurait dit, c'est ce qu'il écrit dans une de ses interviews, peut-être à Duchesne ou dans ses mémoires, je ne sais plus, Jean Monnet lui aurait dit « On a fait une connerie, mais ne l'écrivez pas. » Et donc, alors, en revanche, dans cet article, il écrit, voilà, la communauté charbon-acier agit à la fois comme un levier et comme un prototype. Cette première expérience a tout de même fourni l'occasion de découvrir sur un cas concret des solutions qui pouvaient être étendues à d'autres secteurs et qui éliminaient les obstacles à leur unification graduelle. Voilà. Merci. Question pour Philippe Perchoc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ensuite, on va clore la session. Il n'y aura pas d'autres questions après celle-ci. J'avais une question qui fait le lien en fait entre l'intervention de ce matin où on a découvert que Pierre Ury n'était pas le père de la TVA. Et en même temps, c'est une thèse. Mais en allant un peu plus loin, c'est vrai que la TVA est rapidement devenue une ressource propre des communautés. Un prélèvement TVA sur tout ce qu'on trouvait dans les États membres. Donc ma question c'était quelle était la position de Pierre Ury sur les ressources de la communauté, sur sa capacité d'emprunter, sur sa capacité de taxer, sur sa capacité de se financer indépendamment des États membres, ce qui est un débat ancien, mais un débat d'actualité maintenant qu'on a emprunté des sommes astronomiques sur les marchés internationaux pour le plan post-Covid. Je crois que sur toi, ça c'est facile. Non, je ne vais pas dire. C'était plutôt pour vous. C'est trop tardif, non? Je crois qu'on va au moins répondre en disant que Pierre Ury est le père du prélèvement, parce que c'est lui qui l'a mis en place. Et comme le prélèvement, grosso modo, ça induit
avec beaucoup de passages assez compliqués à la généralisation plus tard de la TVA, on peut s'en sortir comme ça, peut-être, d'accord? Tout simplement clore la session, mais encore une fois, il faudra... Ah, il y avait encore une question. La CK se finançait elle-même, hein, ce qui n'était pas le cas. C'est bien. La recette propre principale généralement du traité de Rome, c'était les droits de douane. Parce que c'était une union douanière qui avait un tarif extérieur commun. C'était un gros travail de rapprochement et d'harmonisation parce qu'on partait de gros écarts. C'était d'ailleurs une des raisons des réticences de monnaie, je pense, c'est que le basculement dans un marché commun généralisé était sans doute une étape trop difficile à monter. Et donc la première ressource propre, c'est tout simplement les droits de douane. Et c'est qu'au cours de la décennie 60, du fait de la croissance, qu'on a commencé à réfléchir avec des ressources proprement fiscales. Très bien, merci beaucoup. C'est donc la pause.